virtualisé. Notre autre collègue qui est de Sensor Community, Pierre-Jean, qui est malheureusement en vacances ces temps-ci, mais bon, on le salue aussi. Il nous a beaucoup aidé sur ce workshop. Et moi-même de EcoFab, donc qui fait le projet aussi Canary. Puis c'est ça, on était tous des personnes, beaucoup qui s'intéressaient à la qualité de l'air et qui s'intéressaient à l'IoT, puis à toutes ces connexions qui se font en Fab Lab finalement. C'est de plus en plus commun qu'on connecte un objet à l'Internet, puis finalement, on le fait un peu sans se soucier des conséquences ou de qu'est-ce qui tourne alentour. Puis là, on commençait à se dire, ben ça serait le fun de se rassembler puis de faire une espèce de guide ou une espèce de manière pour réfléchir aux bonnes questions, puis que si on connaît quelque chose, au moins, on a une espèce d'état de conscience de l'ensemble du processus, puis du niveau de danger et de sécurité qu'il faut ajouter. Donc, aujourd'hui, à la fin de la journée, on va arriver, si possible, à ce résultat-là. En premier lieu, on va essayer de parler plus de l'état du IoT. Après ça, on va essayer de réfléchir ensemble à tout le processus en entier, puis essayer de cibler qu'est-ce qu'on a manqué dans 4 catégories différentes. Donc, on va cibler sur la sécurité, la transparence, la participation citoyenne. Pour ça, ça va être nos grandes catégories qu'on va essayer de cibler les différentes informations qu'on voudrait mettre par rapport à l'IoT. Et ensuite, on va le mettre en pratique, excusez-moi, en essayant de faire un scénario de connexion avec un objet particulier. Donc, c'est ça un petit peu. En ce moment, le IoT, c'est un petit peu une jungle. Donc, René va nous faire une espèce de mise en bouche, un état de base de l'IoT. Donc, on va se baser là-dessus pour bien comprendre le processus en entier pour, après ça, rentrer dans le vif du sujet. René, est-ce que... Merci, Annie, de l'introduction. C'est exactement ça. Puis, effectivement, bonjour à tous. L'IoT, Internet des objets, Internet of Things, c'est un grand terme qui englobe beaucoup de choses aujourd'hui, puis qui regroupe une perception, une conceptualisation d'éléments technologiques très variés. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à travers quelques slides de très haut niveau que j'ai extraits de différentes formations que l'on donne, juste pour mettre un peu en contexte. Donc, je vais simplement partager pour l'instant la présentation. Voilà. Je dirais quand vous avez accès à la slide. Super. Voilà. Donc, mise en contexte des meilleures pratiques de l'IoT, Internet des objets, le I devant le mot Internet, quand même quelque chose qui est relativement important. Il y a différents piliers aujourd'hui qui supportent cette technologie-là. Ce n'est pas une baguette magique qui nous permet de faire plein de choses et de connecter tous les éléments que l'on veut. Il y a des technologies qui se sont développées au cours du temps et qui nous permettent aujourd'hui de communiquer, de discuter à peu près avec n'importe quoi. Donc, si on regarde les piliers technologiques qui supportent cette nouvelle façon de faire, on va mettre l'accent principalement sur le volet connectivité, bien entendu. Donc, on a la partie hardware, on a la partie des microcontrôleurs, des capteurs, de tout ce qui se développe aujourd'hui de manière très, très facile pour donner l'accessibilité à un grand nombre de personnes, de faire de l'électronique, de monter des capteurs, de monter des microcontrôleurs, etc. Et dans le même temps, de les connecter. Puis là aussi, on voit une éclosion faramineuse des capacités de connectivité sans fil, que ce soit du Wi-Fi simple, du Wi-Fi, l'aura des connectivités LP1, etc., jusqu'au 5G dont tout le monde parle aujourd'hui en cellulaire. Okay, donc là, on a 2 piliers fondamentaux au niveau des équipements qui nous permettent de connecter à peu près n'importe quoi. Puis ça, c'est vraiment le point de l'IoT, c'est que tout élément physique autour de nous peut être connecté, on peut discuter avec, on peut aller chercher des informations via des capteurs pour faire quelque chose. Et c'est là qu'arrive le deuxième volet de l'IoT. Une deuxième grosse évolution dans l'industrie technologique, c'est ce fameux cloud, la baguette magique du cloud, où on peut avoir tout accès à n'importe quoi, du traitement, des capacités extraordinaires dans le cloud. On peut poster et sauvegarder énormément de données simplement en étant connecté à Internet. Donc, ces 2 gros piliers-là, le premier qui est cette infrastructure de cloud, donc d'info nuagique, où on peut sauvegarder des quantités astronomiques de données provenant des objets IoT. Pour pouvoir en faire quoi? En faire des tableaux de
bord, faire de l'intelligence d'affaires et ultimement, aujourd'hui, tout le monde en parle, faire de l'intelligence artificielle, même si ça reste encore très épisodique pour l'instant au niveau de l'IoT. C'est ce que l'on va appeler aujourd'hui l'AIoT, donc vraiment la jonction entre l'AI et l'IoT. Ça se fait et c'est rendu disponible aujourd'hui parce qu'on a accès au cloud. Aujourd'hui, simplement qu'une connexion Internet, un compte Microsoft ou une autre plateforme IoT disponible, on peut faire de l'apprentissage machine de manière très, très simple sur des objets IoT relativement faciles à bas prix. Le dernier composant, le dernier pilier des technologies qui supportent ce développement-là, c'est les applications. Bien entendu, on fait ça, on fait de l'IoT pour pouvoir s'en servir, pouvoir mettre ça sur vos téléphones, sur des postes de travail, des applications web, etc., ou s'intégrer avec des applications d'affaires. Ce volet de développement d'applications qui est au cœur de la justification de l'usage de ces technologies forme le cinquième pilier. Donc, avec ces 5 éléments-là qui évoluent chacun individuellement à une vitesse assez faramineuse en ce moment, on a une grosse boîte à outils pour aller faire beaucoup de choses dans différents domaines. Okay, et ça représente les capacités, puis les piliers technologiques qui permettent d'avancer, de faire de l'innovation avec ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc, on comprend le point, on passe Internet à plusieurs reprises là pour aller faire du traitement, et le cloud et l'AI sont des éléments essentiels dans cette structure-là. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Juste passer rapidement à travers vraiment une architecture type au niveau IoT. Là, on va retrouver dans le volet de gauche, au point numéro 1, nos objets, nos machines, nos systèmes qu'on va connecter. Et là, on peut penser à plein de choses. Okay, tout ce que vous pouvez avoir dans différents domaines qu'on va avoir connectés demain matin vont envoyer des données via le point numéro 2 qui est la connectivité. Donc, on a plein d'éléments de connectivité au niveau LP1, Wi-Fi, des plus simples aux plus complexes avec des opérateurs éventuellement, vos telcos et autres pour les cartes SIM, etc., qui vont pousser ces données-là à travers Internet et qui vont amener ça au point 3 dans ce qu'on appelle les plateformes IoT Cloud. Alors oui, on peut penser à Amazon, on peut parler à Microsoft, à Google, etc. Mais il y a aujourd'hui pas moins de 600 plateformes IoT Cloud disponibles, des plus matures aux moins matures, et qui nous permettent de faire des tableaux de bord, de représenter des données, d'avoir une interaction avec ces données-là, et ultimement, éventuellement, d'avoir aussi au numéro 4 de l'AI, parce que c'est à ce niveau-là que ça devient intéressant, dans le cloud, de pouvoir développer ces modules d'intelligence artificielle. Et entre les deux, entre l'objet et le cloud, on comprend qu'on ne veut pas toujours être dépendant du cloud pour opérer. Vous savez, une voiture autonome, vous n'avez pas envie d'envoyer les données dans le cloud avant qu'elle commence à prendre des décisions. On a cette fonction numéro 5 de edge computing, de processing au niveau local dans l'environnement, qui est indépendant de l'objet, mais qui nous permet de prendre des décisions, qui est un peu un intermédiaire entre le cloud et l'usage des objets de manière très, très simple. Donc, le traitement périphérique qu'on appelle le edge computing qui vient apporter un complément, surtout pour les solutions IoT où on a une dépendance au niveau de la latence ou un danger au niveau de la vie humaine ou ce genre de choses-là. Et bien entendu, le dernier point, le point numéro 6, c'est les applications, les interfaces. Ce que l'on utilise aujourd'hui, ce que l'on considère comme étant la solution IoT, c'est l'application qu'on a sur notre téléphone, sur notre poste de travail ou les API avec des applications d'affaires, bien entendu. Donc, un utilisateur final, lui, va voir dans la solution IoT son téléphone avec son application, et l'objet qu'il essaye de contrôler ou sur lequel il va avoir des informations. Tout le reste, c'est en back-office, c'est en arrière, et ce sont des éléments qui sont quand même relativement complexes parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup d'acteurs là-dedans qui ont des fonctions très, très, très différentes et qui vont générer des difficultés, des challenges, des défis au niveau de la gestion, au niveau de certains critères dont on va discuter aujourd'hui. Alors, c'est vraiment ça qu'on veut amener dans la discussion aujourd'hui, les enjeux qu'apporte cette complexité au niveau de l'architecture. On en a listé 4 aujourd'hui qui nous paraissent importantes à traiter. La sécurité de l'IoT, bien entendu, là, on comprend qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. L'éthique de l'usage des données, parce qu'une fois que quelqu'un est rentré dans le réseau, a accès à vos informations de manière légitime, qu'est-ce qu'il fait de l'information? Là, c'est une autre discussion. Troisième élément, la transparence. Qui a accès à quoi? Qui nous pousse ces données-là? Comment on comprend et qu'on est capable de savoir si les données sont légitimes ou non? Et en quatrième, la participation citoyenne. On veut que tout le monde ait un mot à dire et qu'on puisse développer dans un cadre citoyen général, qui est vraiment le sujet un peu des discussions des 2 dernières semaines ici.
Donc, sans plus attendre, si je couvre le volet de la sécurité de l'IoT, on comprend que si je reviens sur l'architecture un peu qu'on avait vu, un peu plus détaillée celle-là, mais c'est exactement la même, pour retrouver les 6 éléments. Au niveau de gauche de l'objet, on voit que cet objet-là est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui un système ordiné, donc il est connecté à Internet, il a une capacité d'intelligence, il a des capteurs, c'est un système ordiné, c'est-à-dire un micro-ordinateur que l'on connecte. On va multiplier des milliards de ces objets-là pour aller discuter avec tout notre environnement physique. Donc, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la plus grande surface d'attaque jamais connue dans le domaine de la sécurité informatique. C'est ça, la surface d'attaque, c'est l'ensemble des points, l'ensemble des accès que l'on peut donner à un hacker, si on veut, pour aller accéder à quelque chose et rentrer dans le système. Et on n'a jamais vu une ampleur de ce type-là au niveau de la sécurité informatique. Chaque fois qu'on connecte un objet, c'est comme si on connectait un nouvel ordinateur. Donc, toutes les discussions qu'on a eues dans les 10 dernières années au niveau de la sécurité TI se multiplient à un facteur assez faramineux. Alors, sans rentrer peut-être dans les solutions, parce que c'est ce qu'on veut discuter aujourd'hui avec vous, juste vous donner un exemple un petit peu des points de sécurité qui peuvent arriver au niveau des objets, des codes malicieux qui seraient dans les microcontrôleurs, les données qui seraient stockées sans encryption dans les objets sur lesquels on pourrait arriver, des informations de connectivité, parce qu'il va falloir se connecter sur un réseau, sur votre Wi-Fi à la maison, par exemple, le SSID, le password qui serait en clair dans votre code ou que quelqu'un pourrait avoir accès. Si on remonte, l'absence de firewall, parce que, par exemple, au niveau des makers, on n'a pas la même structure que dans les entreprises, puis on va aller mettre des fonctions et des systèmes qui sont un peu moins puissants à ce niveau-là, donc avec moins de protection. On va faire appel à des opérateurs, des fournisseurs LP1 ou autres, des fournisseurs qui sont peut-être non fiables ou dont on ne connaît pas les limites et les fonctions de sécurité, de sécurisation, d'éthique, etc. Les systèmes Edge, on en a parlé, qui vont commencer à faire du traitement, qui sont d'autres ordinateurs externes ou intégrés à l'objet lui-même, mais sur lequel il y a un autre code qu'il va falloir sécuriser, qu'il faut contrôler. L'usage de fournisseurs cloud, on indique qu'il y en a 600 plateformes. Si on utilise les gros, c'est certainement adressé, mais si on utilise les plus petits ou les solutions open source ou celles qui sont moins chères, celles avec lesquelles on va travailler plus rapidement, elles sont peut-être un peu moins fiables, il faut les comprendre, les connaître. Si on continue, l'absence de contrôle sur les accès tierces parties, parce que ces plateformes cloud-là, ils vont s'intégrer avec des fonctions externes, donc on n'a pas forcément le contrôle là-dessus non plus. Du code malicieux dans les applications cloud elles-mêmes, sur lequel il faudrait avoir le contrôle. Si on regarde au niveau de votre poste de travail, puis il y a discussion dans ces dernières semaines, au niveau des codes malicieux dans vos applications mobiles, qui ont fait la manchette ces derniers temps, comment est-ce qu'on contrôle ça? Ça fait partie de la solution IoT. L'absence de contrôle au niveau des accès utilisateurs, éventuellement, si vous n'avez pas un degré de fiabilité assez précis là-dessus, c'est simplement des exemples de tous les points qui sont sujets à discussion concernant la cybersécurité de l'IoT et qui doivent être adressés si on veut avoir une solution globale d'un bout à l'autre ou si quelqu'un développe une solution. Donc, en termes de maker, on se dit, OK, je vais développer un objet connecté et qu'on veut aller utiliser ces solutions-là, il va falloir se poser l'ensemble de ces questions-là. Et aujourd'hui, on a un peu la tendance à faire l'autruche et de dire, quelqu'un va s'en occuper, etc. L'aspect sécurité de l'IoT, tout le monde en parle, mais personne n'en fait, ou uniquement les gros acteurs qui commencent à poser des solutions. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important à mettre de l'avant. Ça prend de l'éducation, ça prend de la communication. Il faut qu'on adresse l'ensemble de ces points-là pour être rassuré puis avoir des solutions. Donc ça, c'est le premier volet. On n'en parle pas de solution là. On va en discuter tous ensemble en groupe. Puis c'est un peu ça l'idée du workshop aujourd'hui. Le deuxième défi, c'est ce qu'on appelle l'éthique des données, l'éthique de l'usage de ces données, principalement les données personnelles que l'on collecte par l'IoT, parce qu'on comprend si on mesure une température quelque part, l'éthique de cette valeur-là n'est pas très, très complexe. Mais une fois qu'on a sécurisé l'accès à nos données, que les gens qui ont accès à ces données-là l'ont de façon légitime, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Est-ce que c'est éthique la façon dont ils vont utiliser nos données personnelles? Puis vous comprenez que l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'IoT fait qu'il faut qu'on se pose cette question-là à plusieurs reprises. Alors, de quoi on parle dans ces données-là? Même chose, des données de santé personnelle ou de performance personnelle. Est-ce que j'ai vraiment envie de les partager? Qui va les utiliser? Qu'est-ce qu'on va en faire? Des données comportementales, parce que dans une maison intelligente aujourd'hui, avec les données qu'on a, on est capable de savoir exactement qui fait quoi, combien de temps, à quel endroit, comment est-ce qu'on bouge, etc. C'est quoi notre comportement d'usage de l'énergie, etc., etc. Est-ce que ce sont des données que je veux partager, que je veux garder, que je transfère à un partenaire? Si je le transfère à un partenaire, qu'est-ce qu'il va en faire?
Est-ce qu'il lui-même va essayer de le monétiser, de le revendre? Est-ce qu'il va faire affaire avec des acteurs tierces comme, je ne sais pas, mon assurance ou quelqu'un d'autre? Comment j'ai le contrôle là-dessus? Puis je suis conscient au niveau de l'éthique de l'usage de mes données. Des données de localisation, parce que oui, aujourd'hui, c'est très important de faire du tracking et d'envoyer nos données à gauche et à droite, mais à partir de là, les gens savent où je suis. Sachant où je suis, ils savent aussi où je ne suis pas, et je n'ai pas envie que mon boss il le sache forcément. Donc, il y a plein d'aspects là-dessus à savoir comment on protège ça, comment on les garde pour nous. Aujourd'hui, oui, des cadres de conformité arrivent au niveau principalement de l'Europe. On parle de GDPR, on parle de normes et de standards d'usage des données personnelles qui ont leurs limites et leurs intérêts. Comment est-ce que c'est intégré dans les applications que l'on développe? Est-ce qu'on les comprend? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les applique? Et je dirais le dernier, ben là, on en parle beaucoup, puis il y a des grosses discussions par rapport à l'éthique de l'intelligence artificielle. On a vu que c'était l'ultime de l'IoT, c'est bien, mais l'éthique de l'AI, est-ce qu'on va laisser les machines prendre des décisions concernant tous ces points d'usage de nos données, puis nous donner des façons de prendre des actions sur ce qui a été collecté comme information? C'est des grosses discussions. Donc ça, c'est le deuxième volet, l'éthique, une fois que la sécurité a été réglée. Qu'est-ce qu'on fait de nos données? Comment on les traite? Sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Troisième, transparence. Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez, la slide est en anglais, mais c'est ce que j'ai trouvé hier là-dessus. La transparence des données, qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde dans l'explication que j'ai trouvée là, c'est principalement la possibilité easily access and work with data no matter where they are located, c'est-à-dire pouvoir travailler facilement et accéder facilement aux données, quel que soit l'endroit où elles sont stockées, puis quelle que soit l'application qui les a générées. Okay, donc ça doit être transparent, on doit savoir d'où ça vient, on doit savoir comment on les génère, où est-ce qu'elles sont stockées, etc. Puis le deuxième point, être certain que les données sur lesquelles on travaille sont justes, correctes, qu'elles représentent les vraies informations, puis qu'elles viennent de sources officielles. Okay, donc, c'est des gros débats qu'on va adresser. On n'aura pas les solutions aujourd'hui, mais on va avoir au moins votre feedback là-dessus dans les exercices. Et un exemple simplement que je vous propose ici, qui est la solution Open Source Helpful Places, qui se développe en Alberta, qui je trouve extrêmement intéressante et qui nous présente, par exemple, dans le dessin au milieu là, qui est un projet pilote avec la ville de Boston, une façon d'aller afficher aux endroits où on collecte des données, des pictogrammes normalisés. Donc ici, par exemple, on a l'affichage d'une caméra. Donc la ville a mis des caméras en place pour des travaux de construction et de rénovation. Donc d'afficher le type de collecte de données qui est faite. Au-dessus, la raison. Donc là, on parle de planification et de design de la ville à ce moment-là. En bas, le B, c'est le symbole de la ville de Boston qui nous dit, OK, c'est eux les propriétaires de ces données-là. Et on a un QR code qui permet à l'usager de se connecter, d'interfacer, de poser des questions, de mettre ses réflexions, peut-être de dire, OK, moi, je ne veux pas que mes données personnelles soient collectées, vous les effacez, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, helpfulplaces.com, c'est complètement open source, c'est une initiative qui est extrêmement intéressante, je trouve qu'on devrait pousser, puis qui a comme mission d'aller standardiser cette approche de publicisation, de transparence, d'affichage au niveau des différentes places publiques avec des logos standards que tout le monde peut connaître pour pousser une initiative de ce type-là. Je trouve ça super intéressant. Donc, quelque chose qu'on va discuter aussi par rapport à tout ce que nous, en tant que maker ou créateur d'objets connectés, on va mettre en place. Est-ce qu'on se doit d'aller communiquer, publiciser avec les gens qui sont touchés par les données que l'on collecte. Et le dernier volet, le dernier point, c'est la participation citoyenne. Puis là, on est dedans depuis une semaine et demie à peu près. Là. C'est le FabCity, c'est une communauté qui a pour mission vraiment de donner accès à la technologie à tout le monde et à ces informations-là. La participation citoyenne, c'est ça, c'est vraiment d'avoir la voix des citoyens pour développer en cohérence avec eux, pour l'ensemble prendre des décisions sur ces informations et qui est l'objectif vraiment un peu du workshop d'aujourd'hui, de vous amener à se poser des questions, à trouver des solutions et à évoluer dans ce sens-là. Donc là, j'ai des personnes autour de la table qui sont bien plus férues que moi dans ces sujets-là et qui ont continué l'animation du workshop. Donc, c'est tout ce que j'avais comme slide aujourd'hui pour ça. Puis, je repasse la main à Annie, à moins qu'il y ait des questions déjà par rapport à ce qui a été présenté. Oui, Marc-Olivier? Avec ton micro? Ouais, le bouton était loin. Moi, je me demandais si tu peux nous expliquer le Edge, s'il te plaît, parce que j'ai de la misère comment à comprendre c'est quoi le traitement d'information dans ce processus-là entre les deux.
Ah, tout à fait. Le Edge, vraiment, c'est vraiment les mêmes technologies qui ont été développées dans le cloud. Donc, c'est toute cette facilité d'abstraction, du processing, du stockage, etc., pour que ce soit facile à faire. On a pris ça, on a pris une version un peu allégée, puis on a décidé de mettre ça sur un serveur local chez nous. Donc, c'est comme créer un mini cloud interne, okay, avec les mêmes facilités, souvent alignées avec les solutions de cloud et les plateformes cloud que l'on utilise, pour que ça soit transparent, mais que le traitement qui est fait là, le stockage qui est fait là, soit fait comme avant, sur des serveurs internes à nous, sur lesquels on a le contrôle, pour donner cette séparation au niveau de l'exploitant cloud, on ne sait pas où il est, puis on n'a pas envie de mettre ça chez Microsoft, on a nos capacités locales. Ça répond aussi à des contraintes au niveau de la latence des données, parce que c'est traité localement, la confidentialité, de tout pré-traitement que l'on peut faire au niveau de l'encryption des données ou de ce que l'on veut, et par exemple, des fonctions d'exécution de l'AI si on en a besoin. On sait que l'apprentissage, la génération des modules doivent se faire dans le cloud parce que c'est lourd et gros, mais après ça, l'exécution de ces fonctions peut très bien se faire au niveau du Edge. Et ce Edge-là, oui, ça peut être les serveurs qui sont installés à l'interne dans notre réseau, mais ça peut être un petit module qui est mis aussi à l'intérieur de l'objet lui-même. On va penser à une caméra intelligente. Pour moi, c'est typiquement, on a l'objet intelligent qui est la capture de vidéo ou photo de l'image. Et derrière, il y a un processus qui va faire l'analyse, qui va détecter s'il y a du mouvement. Cette détection de mouvement-là, c'est une fonction de edge computing. Le message qui va être transféré dans le cloud, c'est simplement un 1 ou un 0. Il y a du mouvement, il n'y en a pas. Mais on n'est pas obligé de transférer le message, le flux vidéo complet. Okay, donc, c'est un peu ça la différence. C'est vraiment le traitement complémentaire que l'on va faire, qui nécessite un peu plus de processing qu'on ne peut pas mettre dans les objets parce qu'ils sont tout petits. Donc, on se retrouve avec une architecture à 3 niveaux, si on veut. L'objet lui-même, le edge entre les deux, qui est encore local sur lequel on a le contrôle, et le cloud. Puis, il n'y a pas de règle. On peut avoir des solutions IoT sans edge. Okay? Mais on ne peut pas avoir de solution uniquement avec du edge. Donc, quand j'avais des caméras de sécurité branchées sur un Raspberry Pi qui envoyaient uniquement les photos lorsqu'il y avait une détection du mouvement à un serveur. Par exemple. Ça, c'était typiquement pour moi, le choix du Raspberry Pi se fait quand on a besoin d'une fonction de edge computing. Okay. Parce que c'est un microcontrôleur. C'est presque un PC. Ouais. Okay. Donc pour moi, le Raspberry Pi, c'est assez gros là, pour qu'on commence à dire ouais, ça c'est du edge computing déjà. Là. Puis la barrière est floue. Ce n'est pas absolu, là, mais c'est ça. C'est ce qu'on va faire comme processing en interne. Souvent, le Raspberry, on va pouvoir connecter plusieurs ou une douzaine ou une vingtaine. Peut-être on va mettre un protocole de sans fil pour aller se connecter à différents objets et sensors. Ça devient vraiment un processus de edge computing. OK. Merci. C'est comme un hub. C'est plus qu'un... Il faut qu'il fasse du processing. Parce qu'on a la notion de hub, on a la notion de routeur, on a la notion de changement de protocole, ça c'est vraiment le routeur, mais lui il est bête et méchant, il travaille juste au niveau du protocole. Le edge computing va faire du computing, va faire un processus là-dedans. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées en ligne. Est-ce que vous avez des questions? Non, on continue. Donc, je vous mets dans le chat un lien sur le Miro. On va utiliser cet outil-là. Inquiétez-vous pas pour s'il y a des personnes qui savent moins bien l'utiliser. Je vais partager mon écran pour vous expliquer un peu c'est quoi. Mais allez-y, ayez pas peur, c'est relativement facile. On met des post-it et on peut écrire à l'intérieur. Donc, on peut utiliser cette plateforme-là pour véhiculer là-dedans. Donc, comme on l'a vu avec René, on a dans le fond une certaine architecture. Ici, c'est un espèce de schéma simplifié, si on veut, du chemin qu'on prend pour connecter nos objets. Puis, on crée, dans le fond, quand on fait de l'IoT, on crée cette autoroute-là d'informations qui mène à un serveur. Puis, c'est un petit peu le chemin simplifié, si on veut dire, et vulgarisé. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je pense que ton explication, René, était super claire. Donc, on va s'intéresser aux 4 catégories en premier. On va se prendre un petit 20 minutes pour essayer de compléter ces catégories-là. Donc, on a repris les 4, finalement, thèmes. On n'oublie pas que la participation citoyenne, c'est un peu nous autres qui ne sont pas nécessairement dans le système. Qu'est-ce qu'on aimerait voir? Qu'est-ce qu'on aimerait popper là-dedans?
Puis vous pouvez participer en ajoutant finalement des petits post-it, puis en écrivant un petit commentaire à l'intérieur. Puis ça va devenir finalement notre base de quoi qu'on s'inquiète, de qu'est-ce qu'on voudrait, puis de à quoi qu'il faut penser finalement pour être sûr que notre chemin du IoT finalement soit le mieux possible dans toutes ces catégories-là. Autant la sécurité, la transparence, l'éthique que la participation citoyenne. Donc, allez-y à la bonne franquette. Puis, il y a quelques personnes en ligne avec la caméra fermée. Si vous avez des problématiques, n'hésitez vraiment pas à me le mentionner. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. On a déjà aussi quelques post-it de déjà mis à l'avance. Je suis allé voir vite, vite le site de DTPR. C'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool. C'est incroyable leur truc. Là. Et c'est une toute petite équipe qui travaille là-dessus au niveau universitaire, qui a lancé ça. Là. Moi, je trouve qu'il faudrait le pousser là, parce que oui, c'est incroyablement intelligent. Là, comme... J'adore l'aspect. C'est super bien designé, mais c'est aussi c'est standardisé. Donc, passer d'une ville à l'autre, c'est même pas compliqué. D'un bâtiment à l'autre. Ouais. Il faut que ça soit adopté par partout. Des pratiques, des gestionnaires de pratiques. Ouais. Tu veux, tu peux peut-être le mettre dans le chat. Ah oui, je vais vous mettre ça là. Bon, voyons, vous êtes où? Ici, on n'est pas loin. Non, mais c'est Zoom qui se met en genre de full screen puis qui disparaît dans mon écran. C'est vraiment son classique. Fait que je ne le retrouve pas si je ne fais pas Alt Tab. Vous pouvez rajouter aussi sur les post-it des autres s'il y a comme un découlement d'informations aussi.
On dirait dans la transparence puis l'éthique, il y a quand même un aspect, on dirait, de confiance. Je ne sais pas si on va monitorer ça ou je sais pas. Ben, c'est, I guess, par la transparence que c'est le monitoring. Mais je pense que la transparence, effectivement, c'est le besoin, c'est la confiance dans tout ça. Là. Même la sécurité, l'éthique, la confiance fédère le tout, je pense. Ouais. La confiance est au milieu de tout ça. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on a, dans le greenwashing, on a des conversations des fois qui ressemblent un peu à ça, à savoir ben, comment on fait pour avoir confiance. Ben, c'est par, par la transparence, par l'éthique, par la... c'est comme le même genre de sujet, mais sur un autre. Qu'est-ce que ça veut dire opt-in versus opt-out? C'est dans les emails, par exemple, quand tu dois t'abonner à quelque chose, il faut que toi-même tu dises oui, je le veux. Tu te maries, tu fais un opt-in. Tu divorces, tu fais un opt-out. Ah, ok, intéressant. Puis ça nécessite une action concrète de l'utilisateur, de dire oui ou de s'engager ou non. Comme aujourd'hui, on ne peut plus t'envoyer un email par défaut en considérant que tu vas accepter. Il faut que tu m'aies dit oui avant que je t'envoie l'email. Et si tu fais un opt-out, je suis obligé de flusher tes données et puis de faire plein de choses. Quand on délite une donnée, René, est-ce que c'est vraiment délité? C'est approuvé, non? C'est sûr que non. Puis là-dedans, même chose, le GDPR est assez clair là-dessus. Il faut prouver que tu as fait tout ce qu'il faut dans ce sens-là. Encore là, déliter des données, est-ce qu'on a besoin de faire un shredding des disques durs au complet? Je veux dire, pas forcément tout le temps. Mais oui, c'est une bonne question. Juste de les mettre de côté ou les stocker ailleurs, il faut vraiment que le fournisseur prouve, et c'est sa responsabilité de prouver qu'il a effacé la donnée, qu'elle n'est plus réaccessible d'une façon ou d'une autre normalement. C'est toujours... il y a une zone grise là-dedans, mais c'est déjà énorme pour les entreprises de pouvoir effacer la donnée, parce que ça veut dire qu'ils doivent avoir un système qui inventorie où sont les données et à qui elles appartiennent. Ça, c'est le plus difficile. Donc, quand tu donnes l'obligation de pouvoir effacer les données personnelles de quelqu'un, ça veut dire que le fournisseur doit avoir un système qui lui permet de trouver tes données et de n'effacer que les tiennes. C'est aussi qui te cible, fait que c'est plus anonyme. Non, mais déjà, si tu te plains par rapport à ça, c'est que tu n'es pas anonyme, c'est qu'il est capable de connaître tes données personnelles. Mais même là, les images de sécurité qu'il a prises de toi, là, il faut qu'il soit capable de les effacer. Ça veut dire qu'il faut qu'il te retrouve sur les vidéos et qu'il soit capable de les effacer et qu'il te donne la preuve qu'il l'a fait. Et ça, c'est ça qui est lourd derrière les GDPR et ces réglementations-là. C'est le fardeau qu'on donne à l'exploitant de dire, tu ne peux pas juste collecter toutes les données sans savoir à qui elles appartiennent. Non, parce que là-dedans, tu as des données personnelles. Il faut que tu sois à un moment donné capable de les retrouver et de les effacer. Si tu n'es pas capable de l'identifier à un utilisateur particulier, ben, efface tout. Tu as mentionné GPR, ça veut dire... En français, c'est RGPD. RGPD. Règlement général pour la donnée privée, je crois. Ouais. La protection de la donnée, pardon. La protection des données. C'est très contraignant. C'est très contraignant. Ouais, règlement européen, du coup. Avec des pénalités multimillions et 4% du chiffre d'affaires. Exactement. Wow. C'est ça. Wow, OK. Et ça s'applique à tous les fournisseurs internationaux qui ont des données sur des citoyens européens. OK. Okay? Tu n'as pas besoin d'être aux États-Unis. Si tu es aux États-Unis et que tu as des données de citoyens européens, tu dois te conformer au GDPR. C'est merveilleux. C'est énorme. C'est ce qu'on essaie de repousser. Il n'y en a pas aux États-Unis. On amène cette approche-là au Canada progressivement. Il y a un projet de loi qui s'en va dans cette direction
pour l'instant, c'est quand même plus léger, là, mais ça va se généraliser. L'Europe, encore là, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans là, que le GDPR est mis. Exactement, ça fait 3 ans. Je dois aller aux toilettes, je vous reviens dans un instant. Oui. Je pars en courant. Là. Ça se remplit, c'est bien. OK, fait qu'aux États-Unis, c'est dans des États, c'est ça? C'est-à-dire? C'est les États qui passent des réglementations sur les données? Oui, chaque État a ses fonctions là, qui sont plus avancées que d'autres, mais pour l'instant, c'est juste d'imposer aux fournisseurs d'avoir un système qui empêche de garder le mot de passe par défaut lorsque tu utilises ton appareil. C'est à peu près tout. Ce n'est pas du tout la même approche. OK. Ouais. OK, je vois bien. Romain, si tu fais un objet connecté en Fab Lab en Europe, qu'est-ce qui se passe avec le RGPD? En fait, le RGPD se place sur la personne qui héberge du contenu. Donc, OK, donc plus sur le serveur. Voilà, donc quand on crée un objet connecté en Fab Lab, de toute manière, c'est la personne qui produit l'objet qui porte la responsabilité. Donc, si son objet emmagasine de la donnée et garde de la donnée personnelle, bah, c'est cette personne-là qui l'a assemblé. Donc, à ce moment-là, c'est sa donnée, c'est son objet qui enregistre sa donnée. Là où ça devient intéressant, c'est quand on commence justement à stocker de la donnée avec des capteurs faits dans les Fab Labs. Et là, pour le coup, ça repose sur les hébergeurs, les 600 hébergeurs dont tu parlais tout à l'heure, René, qui, eux, doivent se conformer à la RGPD. Encore là, je parlais de 600 plateformes IoT. Ouais. Parce qu'il y a des solutions IoT, et puis tu peux aller héberger tes données sur n'importe qui. C'est encore pire. Mais oui, c'est ça. Non, mais voilà, voilà. On parlait d'Adafruit.io il y a quelques semaines en préparant justement cet atelier. Adafruit.io, ils doivent se conformer à la RGPD. Mais ça, en fait, ça implique, c'est assez simple, ça implique en fait une maîtrise de la donnée que tu héberges en tant qu'hébergeur. Donc, si tu n'es pas en mesure de garder, de tracer la donnée que tu héberges, c'est qu'il y a un problème de sécurité quelque part chez toi. Okay. Puis ça impose d'identifier la donnée par rapport à son propriétaire et de pouvoir rapidement l'effacer ou la modifier ou simplement dire au propriétaire, voici ce que j'ai sur toi. Exactement. C'est ça, parce qu'il y a aussi une question de si jamais, mettons, on veut annuler l'objet qu'on a, on veut effacer cette trace numérique-là, ça doit être aussi facile comparativement, mettons, à d'autres genres de Google. Mais je vais donner un vraiment exemple. Savoir comme les liens. Non? Sur LinkedIn, tu veux disparaître de LinkedIn. Ouais. Tu peux envoyer une requête à LinkedIn pour lui disant, moi, je veux que vous effaciez toutes mes données. T'imagines les ramifications? Et LinkedIn peut le faire aujourd'hui. Tu peux faire une demande, une requête spécifique pour avoir toutes les données que LinkedIn a sur toi, ainsi que tous tes contacts, etc. Puis tu envoies ça dans un fichier Excel, puis il y a un processus pour ça. Ils sont très, très, très clean là-dessus. Là, maintenant, donc, toutes les posts connexes qui relient les personnes. Puis OK. Ouais, et c'est ça la lourdeur au niveau des exploitants et puis des plateformes qui vont permettre d'avoir une certaine fiabilité, puis confiance. C'est un éditeur de confiance, c'est un gros défi, là, mais c'est un gros différenciateur aussi. On comprend que c'est des solutions qui vont coûter plus cher que aller mettre un Raspberry Pi open source quelque part, puis dire, OK, tu veux pouvoir héberger tes données. Ah. Est-ce que c'est faisable de penser quelque chose comme ça en Fab Lab? On n'a pas le choix. Ça a l'air. Les solutions open source, il faut comprendre aussi que tout ce qui est fait dans le cloud, c'est open source. Okay? Donc, les solutions existent. Ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème de mise en œuvre, de temps. Il faut le faire. By design, il faut que ça soit intégré aujourd'hui, c'est sûr. Mais le Fab Lab, il faut comprendre, est-ce qu'il est dans le modèle exploitation, puis est-ce qu'il va gérer des données d'autres, et est-ce qu'il n'est pas un opérateur, le Fab Lab? Le Fab Lab, c'est pour supporter les gens qui vont faire du développement. Donc, après, c'est à ces gens-là, à ces entreprises, à ces hébergeurs de montrer patte blanche et puis de l'intégrer.
Mais au Fab Lab, pour moi, je pense d'éduquer, d'informer, de dire attention, voici ce qu'il faut faire et pas faire, voici ce qu'on peut faire et pas faire, et de fournir des ressources pour supporter ça. Si tu veux, Annie, on a l'exemple de Sensor Community, Pierre-Jean, que tu as présenté. Donc, c'est un projet issu du Fab Lab de Stuttgart. Et donc, c'est un projet qui a émergé en 2016-2017, au moment où déjà la RGPD commençait à apparaître. Alors, elle n'était pas légiférée ou du moins retranscrite dans le droit de chacun des pays européens, mais on savait que la RGPD allait arriver. Et donc, le projet, en fait, Sensor Community, il est by design RGPD compatible parce que d'un côté, en fait, il y a les données environnementales qui sont hébergées. Là, ce n'est pas de la donnée sensible, ce n'est pas de la donnée nominative, ce n'est pas forcément de la donnée personnelle, mais c'est en la reliant avec l'ID du capteur et une adresse mail et une adresse où là, justement, cette donnée-là devient nominative. Et donc, en fait, il faut réfléchir aussi en silo quand on appréhende la RGPD. C'est la donnée nominative, adresse mail, etc. Là, pour le coup, tu la silotes, tu la mets sur un serveur bien particulier et tu travailles un lien entre les deux. Et le jour où la personne souhaite se désinscrire typiquement de Sensor Community, on n'est pas obligé d'effacer toute la donnée environnementale qui a été produite, mais uniquement effacer ce qu'on a en base de données nominative. Et en France, c'est ce que demande la CNIL sur les projets, sur tous les projets. Et on le fait, je pense, pas forcément toujours en Fab Lab, mais de déclarer quand on a des bases de données nominatives. En France, on est obligé de déclarer dès lors qu'on a un projet informatique, dès lors qu'on a des bases de données avec du nominatif dedans, on est obligé de la déclarer auprès de la CNIL. Donc, et ça, c'est antérieur à la RGPD. Donc, de base, en fait, suivant la législation en place, il y a un traitement de la donnée personnelle qui est réalisé. Fait que c'est tout à fait possible, c'est juste qu'il faut quand même. Parce que Sensor Community, ils ont développé quand même un gros bout de temps là-dessus. Là. Ouais, complètement. Mais sauf que cette approche-là, en Europe, depuis 4 ans, elle se développe. Ici, on commence à se dire, il faudrait peut-être faire attention à nos données. Tu sais, on est loin, là. Juste de la compréhension. Puis ça, je pense que des Fab Labs et autres, et via les makers, via les manufacturiers, on se doit de passer le message puis d'accélérer parce qu'on est en retard. On pourrait créer un genre de gabarit de base, si on veut. Puis après récupérer ça et les personnaliser dépendamment des projets. Les procédés de publication. Mais il doit en avoir. Non? Sur GitHub? Il n'y en a pas? Pas beaucoup. Encore? En Europe, oui, il y a de la matière, là, mais il faut la fédérer puis l'amener ici. Tu sais, je vois le même discours au niveau du Green IT et tout ça. Là, ça commence à se stabiliser puis à mettre des choses en place. Là. Ici, on l'emmène, on sourit, là, puis on met de côté et puis on passe à autre chose. Donc, est-ce que c'est nos gouvernements qui doivent agir là-dedans? Est-ce que c'est nos entreprises? RGPD, c'est le gouvernement qui a frappé fort. Il a dit, OK, maintenant ça suffit, ça devient une loi. Tout comme là, il vient de légiférer sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Bon, voilà, ici on est où? On attend, puis on espère que l'industrie va faire le premier pas, puis parce qu'on ne veut pas emmerder l'industrie, on va attendre que ça se fasse tout seul. Ben, dans le cadre de cet atelier ici, c'est ça, c'est d'essayer de dire tous les Fab Labs sont connectés, pourquoi qu'on n'essaierait pas de faire quelque chose? Fait que si moi, je pense en Europe, il y a ça, d'après moi, ça serait juste logique de directement aller. C'est comme. Mais je pense que la force citoyenne est là, il faut la mettre en avant. Ouais. Et ça fait partie de l'éthique aussi des Fab Labs, de se dire on a un objet dans les mains qu'on maîtrise, en quelque sorte. Tout à l'heure, René, tu prenais l'exemple de LinkedIn. On peut faire le même parallèle avec Facebook. Il y a quelques années, quand on demandait à supprimer son compte n'était jamais vraiment supprimé. Là maintenant, depuis le RGPD, on est en mesure de récupérer toutes ces données personnelles qui sont hébergées par Facebook. Et je suis même certain, si on demande à Facebook de supprimer ces données, les données sont véritablement supprimées. Quand on se reconnectera dans 4-5 ans après la suppression des données demandées auprès de Facebook, c'est pas comme il y a quelques temps où quand on se reconnectait, on retrouvait ces données qu'on avait demandé à être supprimées. En gros, c'était juste une mise en pause. Parce qu'il faut comprendre. Vas-y. Non, vas-y. C'est que ces données ont de la valeur.
Puis il faut comprendre complètement. l'utilisation de ces données-là, puis qui va les utiliser derrière, puis qu'est-ce qu'on peut en faire. Facebook ne Et- peut pas les garder juste pour recharger ses disques durs. C'est parce qu'il peut les revendre. Complètement. Et c'est là où et en fait, dans les Fab Labs, on a pour le coup, on a d'autres valeurs que la valeur pécuniaire, de revendre des données, etc. Nous, l'idée, c'est aussi de faire de la pédagogie, d'enseigner, d'apprendre en quelque sorte à faire. Et donc, comme l'éthique est différente, de base, de facto, je pense que l'appréhension de la donnée personnelle, elle est différente aussi. C'est intéressant. J'ai rajouté un petit post-it par rapport à ça. Le fait de contrôler son objet puis d'informer la communauté, parce que c'est vrai que si on crée un objet puis qu'après ça, on en fait une activité, mettons, puis on connecte tout le monde ensemble, bien, il faut que les autres soient vraiment au courant de c'est quoi ça l'impact. Est-ce que eux autres, finalement, ils sont en accord avec ça? Euh, Aussi, on a peut-être pas, mettons, qu'on parle plus d'une installation publique, un parc ou quelque chose comme ça, avec un Wi-Fi public. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? C'est parce que c'est un réseau Internet. C'est pas un réseau Internet privé, mais ce réseau Internet-là, il est peut-être relié à d'autres choses. Qu'est-ce qui pourrait. Il y a un opérateur quand même, qui est la ville, qui est Oui, responsable. effectivement. Et dans le cas de Boston, Que... c'est vraiment ça. C'est eux qui sont responsables d'être, et j'espère qu'eux le sont pas mal plus que n'importe quelle entreprise. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les moyens de faire du RGPD? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce qu'on pourrait, mettons, il y a un autre projet aussi sur la qualité d'air à Barcelone. Lui, on le connecte au réseau finalement de la ville. Puis la ville, est-ce qu'elle a un consentement là-dedans, dans le sens que elle implique aussi son réseau, cette connexion-là. Puis le lien qui se crée finalement peut aussi attaquer, elle, son réseau et les senseurs qui sont reliés avec. Ouais. Maintenant, comme disait Romain, la qualité de l'air, est-ce que c'est une donnée personnelle? Pas toujours. En tant que tel, juste pour donner l'information sur la qualité de l'air, moi je dirais ça c'est public, faisons ça open source, faisons une méga database internationale, puis il y a des fournisseurs qui le font aujourd'hui, il y a des API pour connaître la qualité de l'air à n'importe quel endroit de la planète, sauf en Russie, certaines zones, okay. Et puis de manière très précise. Puis les opérateurs de HVAC, ils se servent de ça pour faire du contrôle, etc. Donc, cette donnée-là en tant que telle... Je change d'exemple. Mettons que c'est du monitorage de d'abattage d'arbres, mettons. C'est comme, on va le connecter à un réseau public, mais la personne que lui, il veut abattre son arbre, il peut totalement hacker ça. Juste dire, ça n'a jamais existé. Ou par exemple, la ville décide de mettre, ou un individu décide de mettre une caméra connectée à un réseau de ville. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a cette partie-là aussi que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, vu que c'est pas toi qui contrôle toute la chaîne. Il y a comme deux parties, finalement. Elle, la ville, peut-être qu'elle ne veut pas. Est-ce qu'il y a une protection contre ça? Ou au contraire, non, tout le monde peut se connecter tout le temps sur un réseau public. Puis c'est l'usage des réseaux publics, tes données bancaires sur ton réseau public. Est-ce que l'opérateur est responsable si quelqu'un vient hacker ton compte et tu as fait un defacing pour aller chercher tes informations de connectivité à ta banque c'est quoi la responsabilité de l'opérateur dans ce cadre-là si toi, tu n'agis pas de manière sécurisée, cohérente, éthique, etc. C'est flou. Hein? Mais en général, les réseaux de ville, les réseaux publics sont... Il y a des licences d'utilisation qui sont très longues, complexes et plates à lire que personne lit. Puis, je pense que techniquement, tu ne pourrais pas juste connecter un objet connecté, toi, en tant que développeur, sur le réseau et avoir comme... Tu ne serais pas en accord avec la licence d'utilisation du réseau. Parce que Okay. Je regardais hier au Fab City Campus, là, justement, le réseau qui est fourni par Fizz, il dit que ça doit être fait, ça doit être utilisé à des fins comme normales, c'est pas pour faire du piratage, tu peux pas downloader des torrents, il y a certains ports, tu acceptes que certains ports de connexion soient fermés, etc. Je n'ai pas lu au complet, là, mais j'ai juste scrollé juste pour voir ça avait l'air de quoi. Puis, ils mettent comme beaucoup de conditions à l'utilisation, mais c'est surtout pour dire comme on ne garantit pas que tu peux avoir du service. Ce qu'on garantit, c'est que tu as accès à un router. Puis après ça, ce router-là, il est peut-être connecté ou pas à Internet, puis tu vas peut-être ou pas avoir accès à des services en ligne.
Les réseaux LoRaWAN publics, Romain, en France, il y en a. Ils n'ont pas les mêmes niveaux de fiabilité non plus que des réseaux corporatifs, mais là aussi, ils ont un règlement d'usage qui est assez extrême. Maintenant, leur objectif est vraiment de connecter, d'utiliser, de définir un réseau de transport commun, participatif, open source, avec, oui, des guidelines d'utilisation que tu es censé signer. Après, est-ce qu'ils le contrôlent, est-ce qu'ils le gèrent, est-ce qu'ils le monitorent, mais au moins, ça va dans la bonne direction, il y a une bonne volonté. J'aimerais ça t'entendre là-dessus ou vous entendre là-dessus là, sur ces réseaux-là, parce que nous, au Canada, ce n'est pas des réseaux qu'on voit émerger encore. C'est quand même des technologies qui sont vraiment intéressantes, mais puis qui ont une nature locale aussi. Là, je voyais qu'il y a plusieurs projets comme en Pologne, en Suisse, des trucs comme ça. Mais avant qu'on ait nos premières rencontres, je n'avais jamais entendu parler de ça à part dans des petites publications, là, genre sur Hackaday ou des trucs comme ça, que c'était mentionné, mais ça semble quand même monter comme mode. Je peux te donner un petit historique là-dessus au niveau des réseaux LP1. C'est lié réellement au 2G, donc aux technologies qui étaient avant le 3G pour faire du cellulaire. Okay? Les réseaux 2G en Amérique du Nord puis en Europe se sont développés avec des standards différents. L'Europe et l'Asie ont gagné la guerre des standards du 2G. Donc, on gardait leur réseau, on opérait ces réseaux-là, puis ils sont transformés en 3G, etc. Mais les infrastructures qui étaient utilisées en 2G, finalement, c'est fait pour du très bas débit, c'est idéal pour des réseaux de sensors. Et c'est ça qui a généré l'émergence de ces LoRa, Sigfox et tous ces réseaux IoT aujourd'hui dédiés à ça. En Amérique du Nord, étant donné qu'on s'est planté dans les standards ou qu'on n'a pas gagné la guerre des standards, on a décidé de les mettre à la poubelle. Donc, on n'a aucune infrastructure territoriale 2G. On les a mis à la poubelle en disant on va investir dans le 3G, dans le 4G, puis on a ces problèmes d'espace, puis de frais d'investissement. Donc, on a fait du LTE, on a fait du 3 et du 4G, maintenant on est dans le 5G, mais on n'a pas de réseau 2G. Donc, ça s'est décalé dans le temps, puis aujourd'hui, on voit réémerger des acteurs qui se disent ouais, mais c'était quand même super intéressant, on va remettre en place on va recréer des réseaux sur ces nouvelles technologies LP1. OK, donc on en voit arriver parce que c'est quand même 3 fois moins, 4 fois moins cher que des réseaux cellulaires ou que de recréer du 3G. Ça reste intéressant économiquement parlant, donc ça recommence. Okay, mais ça sera jamais, on n'aura jamais la couverture nationale Sigfox ou LoRa qu'il y a en Europe. Là, on n'arrivera pas à ça, je ne pense pas. Donc c'est un peu ça le décalage. Et réellement, ça arrive là. On voit une poussée là, de LoRa en Amérique du Nord par ville, puis c'est plus mature, ils ont tuné les protocoles, ils ont des cartes maintenant, il y a n'importe quel sensor disponible sur ces protocoles-là. Donc, c'est intéressant. Aujourd'hui, économiquement parlant, ça marche, mais on recrée ces réseaux-là jusqu'à ce qu'il y ait une couverture assez large pour que les gros telcos, les Bell et TELUS de ce monde, achètent ces opérateurs-là. Ça redevienne sous couverture des opérateurs nationaux. Après, aujourd'hui, sur le LP1, en Amérique du Nord, il y a peut-être aussi une concurrence avec la 5G. Dans les protocoles de la 5G, on peut faire aussi aujourd'hui de l'Internet des objets. Alors là, pour le coup, dans le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est vraiment de l'Internet des objets, mais industriel et pas ouvert aux makers et à des objets prototypés en Fab Lab. Ouais. Là 5G, il y a encore tout un débat sur le 5G, parce que 5G, il y a 3 étapes. Hein. La première, c'est le broadband, c'est le téléphone, puis ça va, ça se déploie, puis on va donner du 5G à peu près partout avec une grande vitesse de download sur ton téléphone. Le deuxième, c'est la fiabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser une connexion sans fil fiable pour faire de la télémédecine, pour faire un véhicule autonome, etc. Ça, c'est énorme. Et le troisième volet, c'est pour faire de l'Internet massif. L'Internet des objets massifs avec tous les avantages qu'il y a dans l'LP1 aujourd'hui. Okay, mais ça, c'est 5 ans, 10 ans, je ne sais pas là, c'est à quelle vitesse ça va y arriver, mais ça prend une couverture du territoire qui est énorme. Puis au Canada, on sait, là, si on est content d'avoir du 5G au centre-ville, mais à Chibougamau, on n'aura pas d'objet 5G, là, ça va très longtemps. Donc, c'est la nouvelle, oui, c'est là-dessus qu'on base. Étant donné qu'on n'a pas de 2G, on pousse vers le 5G, puis on va là, évidemment, puis ça va devenir le standard international de connectivité sans fil, puis c'est designé pour ça, avec tous les protocoles de sécurité, de fiabilité, de redondance, de robustesse, de whatever. Okay? C'est pas demain matin, donc comme tu dis, Romain, je pense qu'aujourd'hui, là, on est dans le concret, là, connecter des usines simples avec des sensors. Mais c'est super intéressant qu'on ait pu rétrofiter une vieille technologie comme le 2G en autre chose qui sert à autre chose, justement. C'est pour ne pas perdre cette couverture-là.
Et alors en France, en plus, la particularité, c'est que les bandes de fréquences sont complètement libres. Donc, c'est-à-dire que demain, un Fab Lab qui souhaite développer son propre réseau LoRa peut le développer de manière très, très facile. Il n'y a pas de licence à acheter auprès du gendarme des télécoms, de l'autorité de régulation des télécoms. Il suffit d'installer une antenne et de commencer à prototyper sur ces technos-là, quoi. C'est un peu la même chose ici. Les bandes ne sont pas exactement les mêmes, là, mais on n'a pas répondu à ta question finalement au niveau de ces réseaux open source, LoRa. Parce qu'il en existe, c'est-à-dire que des makers se sont dit pourquoi moi je ne mets pas une antenne sur mon toit à la maison? Je vais couvrir mon quartier. Puis ici, un voisin là-bas fait la même chose. On peut avoir un réseau, puis on va se partager le réseau, puis il va être open. Et ces réseaux open existent. Moi, j'avais adressé des gens qui faisaient ça au Canada il y a 2 ans et demi. Puis c'est tombé à l'eau parce que finalement, on s'aperçoit que ça prend quand même une force d'opérateurs qui gère ça, là. Ça devient vite de la jungle derrière. Il faut une entité qui l'opère, qui est disponible en France, des réseaux qui sont disponibles comme ça, qui permettent à un maker de se connecter en LoRa sur ces réseaux gratuits. Alors, ce n'est pas la même qualité de service, ce n'est pas la même assurance, c'est sûr, tu ne payes pas pour, mais c'est hyper intéressant. Un Fab Lab, je veux dire, peut utiliser ces choses-là, développer du LoRa et des solutions, et tu peux le faire à domicile, c'est probablement couvert. Ici, on commence à le voir aussi. Il y a des makers qui peuvent mettre une antenne LoRa, un petit gateway sur leur maison, puis couvrir leur quartier. C'est fun. Mais ce qui est super intéressant, parce que si on l'applique aux Canaries, mettons, on pourrait avoir 10 Canaries dans un quartier connectés sur un réseau, parce qu'on peut mettre une antenne dans une fenêtre sur le toit de l'immeuble. Ouais. Puis à ce moment-là, ça permet justement de contrôler le point d'accès finalement. Plutôt que d'utiliser 10 Wi-Fi de 10 entreprises ou. Ça, c'est Romain, comme ça que ça s'est développé. Romain, est-ce que c'est une initiative qui a déjà été faite avec Loutaten? Ouais. Alors, nous, on a travaillé avec. Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs groupes à travailler sur LoRa et Sensor Community. Nous, à Rennes, on a un Lab Fab qui travaille plutôt autour des technologies. En gros, c'est une école d'ingénieurs avec un Lab Fab en son sein qui a développé justement un capteur Sensor Community adressable en LoRa, donc qui remontait de la donnée en LoRa. Le gros avantage, en fait, c'est qu'on pour un capteur environnemental, en fait, on s'affranchit du réseau Wi-Fi, d'un réseau domestique. Et on peut mettre un capteur en fait n'importe où. Ça peut être en pleine forêt avec une batterie. Ça fonctionne très bien. Ça tient plus une année sur batterie, à 2-3 km, il n'y a pas de problème. C'est ça le gros intérêt. Ouais. Basé là-dessus, je pense qu'on pourrait aller à la deuxième partie parce que là, on a des conversations très pointilleuses sur des parties là, du chemin en tant que tel. Donc, si on lâche les 4 carrés, là, on a marqué beaucoup de choses. On va essayer de transposer ça dans l'espèce de processus puis de rajouter les catégories. Fait que là, on a mis des questions de base, des choses à penser, version de A à Z. Donc, on commence nécessairement par se poser des questions fondamentales avant même de créer le capteur ou quoi que ce soit. Mettons, quel est le niveau de sensibilité des datas que je voudrais produire? Ça serait peut-être la première, peut-être. Peut-être qu'on peut rajouter les sections. Tu sais, là, on a parlé beaucoup de Wi-Fi et tout ça. Ben, peut-être qu'on peut rajouter ces possibilités-là dans LoRa, c'est comme un réseau externe, mais peut-être le LoRa DIY, le LoRa open source. Peut-être qu'on pourrait le rajouter, puis bonifier cette partie-là pour rassembler le plus d'informations possible. Ça, je pense que ça deviendrait potentiellement le guide en tant que tel, l'espèce de guide de bonne pratique. Il faudrait se poser certaines questions et certains commentaires. Tony, je vois que tu ajoutes déjà. Fait que peut-être que... je mets juste le nom, c'est ça, de ce... Ah, oula, je bouge tout, là. Excusez. C'est pas très grave. C'est du réseau open source le plus connu, The Things Network, qui a essayé de faire une poussée ici il y a un certain temps au Canada, qui n'a pas vraiment marché, là, mais qui serait très intéressant de considérer ou de redémarrer ou d'utiliser dans les Fab Labs. TTN, là, c'est majeur en Europe. Là, c'est l'accès gratuit à LoRa. Non. C'est à coût modèle. Ouais, c'est à coût réduit. C'est pas gratuit. Okay. En gros, chacun peut déployer sa propre antenne, la connecter sur le réseau global The Sync Network. Et à ce moment-là, en fait, The Sync Network prend un fee en fait, d'utilisation
qui le reverse en fait à la personne qui héberge une antenne. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Parce que, comme dit, c'est ça, à un moment donné, je pense qu'ils se sont aperçus aussi qu'il fallait opérer. Là. Ouais. Ça prend quand même des ressources. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fédère un peu cette activité-là. C'est The Thing Network qui fédère effectivement OK. et qui ouvre entre guillemets les gateways à d'autres personnes. Communautique pourrait pousser sa propre gateway LoRa et l'ouvrir du coup à d'autres utilisateurs via The Thing Network. Parce que je ne pense pas que ce soit cohérent que Community devienne opérateur. Non. Quel que soit le niveau. Là, Alors, pour revenir peut-être sur la question 1, existe-t-il un questionnaire grand public qui nous permette de définir le niveau de sensibilité des data? Bien, là, basé là-dessus, tantôt, tu parlais de réfléchir en silo et de réfléchir aussi sur les liens entre les différents silos. C'est quelque chose qu'on n'avait pas ici qui est assez intéressant. Fait que tu as comme 2 niveaux, je pense, de nature de data à identifier. Finalement, c'est la question quasiment 3 et la question 1 qui est reliée ensemble. Non? Ben, moi, déjà, dans la 1, j'aimerais sensibiliser tout le monde, que ce soit les entreprises ou les particuliers. C'est quoi une donnée sensible? C'est quoi une donnée sensible, René? Alors, on parle de données privées pour un particulier, mais on parle d'une donnée de propriété intellectuelle pour une entreprise. C'est le même discours, là. Okay? C'est bien une donnée privée de l'entreprise, parce que la propriété intellectuelle attachée après, là. Pour un particulier, c'est des données sur soi-même. C'est ce qu'on appelle données sensibles. Comment cette gauge-là, on la vert, jaune et rouge? Si on pouvait simplement avoir des questions de base, au moins là-dedans, au niveau de communauté, pour dire aux particuliers, posez-vous les questions. Est-ce que ça a un impact? Après ça, on pourra descendre après pour dire comment on les protège, ou comment on met le plan d'action, comment elles sont véhiculées, ou qui a accès à quoi. Mais une donnée de température, est-ce que c'est une donnée sensible? Il y a 3 niveaux, finalement. Tu as des données personnelles qui agissent sur ta vie privée, finalement. Ensuite, tu as des données que tu pourrais choisir open source, comme par exemple la température, comme tu disais. Par exemple. Open source. Et il y a des données les données propriété intellectuelle, ça serait pour une raison commerciale. Raison commerciale. Mais comme le mentionne Romain après, tu as des données combinées, des données complexes. C'est des ensembles de données, c'est des regroupements d'informations qui font que, attends, si tu mets les deux là ensemble, ça devient une donnée privée. Donc, c'est ça. Mais si une température avec une adresse, ça peut te donner une information complémentaire pour savoir si la personne est là ou pas. Donc, ben, c'est ça. Il y a eu un cas célèbre la semaine dernière où, en tout cas, bref, la personne a été identifiée par des données de positionnement GPS parce que, ben, effectivement, si tu vas travailler à un endroit, puis tu passes la nuit à un autre endroit, donc tu es fort probablement cette personne-là. C'est ça. Puis tu sais, j'avais jamais réfléchi pour vrai à ce détail-là à propos de la géolocalisation d'un téléphone ou d'un objet, mais si j'avais un sensor avec un GPS sur mon vélo, puis que je fais le chemin pour aller au travail à tous les jours, ben forcément, si tu prends comme 3 semaines de data, tu sais je suis qui. Là. Comme, tu à quelle vitesse? Puis si tu es en forme physiquement, puis si ben c'est oui, un assureur, il doit augmenter ta prime. Non, mais Google est très fort là-dedans. Hein. L'analyse 2e, 3e niveau, il y en a qui sont spécialisés, qui sont payés pour ça, parce que ça a énormément de valeur. Et c'est ce qu'ils essayent de faire, eux-mêmes les banques, quand ils parlent de leur projet client 360, c'est pour vous aider dans toutes les sphères de votre vie, mais ils veulent des informations sur toutes les sphères de votre vie. Et quand on dit que le bancaire n'est pas intéressé à l'IoT, attendez, tout le monde est intéressé au comportement des gens, parce que c'est avec ça qu'on peut vendre. Donc, ouais, effectivement. Fait que tu pourrais en fait, idéalement, là, si on revient à la partie, mettons, participation citoyenne, ça veut dire qu'on voudrait potentiellement garder ces datas-là pour nous, puis anonymiser une partie de ces datas-là, puis dire, OK, ça, là, je l'envoie, mettons, open source à tout le monde. Ça pourrait être quelque chose. Ça peut comme
Mais c'est un doublon, en réalité. Je serais curieux d'avoir aussi, par exemple, les études de la ville de Montréal. Là, ils viennent de sortir un nouveau projet au niveau de l'open source, open data source de la ville, qui vont publiciser des données publiques à beaucoup de monde, etc. Je suis persuadé qu'ils ont déjà des cadres de réflexion par rapport à ça, qu'ils ont déjà un guide. Le problème, c'est que ça reste dans les sphères gouvernementales et municipales. On fait beaucoup de choses à Montréal qui est extrêmement intéressant. On réfléchit beaucoup à ces sujets-là, mais on ne communique et on ne partage pas grand-chose, ce qui est très dommage. Et je pense qu'un communauté pourrait avoir un rôle là-dedans, justement, de diffusion de tout ce qui réfléchit à ce stade-là. Quand on parle de l'éthique de l'IA et l'éthique, on a des rapports et des gens qui sont extrêmement compétents dans ce domaine-là. Mais bon, ça reste des études qui sont au fond des tiroirs, puis la ville l'applique dans ses appels d'offres, puis c'est tout. C'est dommage. Donc, c'est un peu dans ce sens que je posais la question. Est-ce qu'en France, vous avez du contenu, par exemple, là-dessus, pour aller expliquer aux gens, parler de la sensibilité des données, puis donner un cadre Nous, en France, on a la CNIL, qui est qui s'occupe en fait de l'informatique et des libertés, donc qui surveille justement les données personnelles. Les données personnelles, ouais, ils sont. Et en fait, il y a un laboratoire au sein de la CNIL qui fait pas mal de papiers régulièrement. Et c'est un Rennais en plus qui travaille dans ce labo-là, le labo de la CNIL. Et ils sortent régulièrement des papiers justement sur des enjeux autour de la donnée personnelle, autour de l'IoT, autour des sujets. Alors, eux, ils prennent du recul sur les sujets actuels. Ils ne réagissent pas à chaud sur l'actualité. Mais il y a des papiers régulièrement qui sortent. Je vais essayer de vous retrouver ça. Rien qu'en réutilisant ça et en se basant là-dessus, on pourrait avoir une masse d'informations très intéressante. Là, par exemple, le 13 avril dernier, alors je ne l'ai pas lu, mais c'est Protéger la vie privée en 2030. Donc, c'est de la prospective. Donc, c'est le Link, ça s'appelle. Donc, il y a des papiers comme ça, je pense, à faire connaître et il y a des passerelles à faire entre nos territoires sur des réflexions comme ça. Maintenant, il faut que ça reste simple pour les citoyens. Donc, je pense qu'il y a même une phase de simplification one-pager qu'un communauté pourrait faire en disant, bon, voilà, c'est les 4 points qui sont ressortis là. On publie ça, puis ça devient complètement. Et des ateliers concrets, en fait, c'est ce qu'on essaie de pousser, nous, pas mal autour des capteurs de qualité de l'air, et on échange régulièrement avec Annie là-dessus, mais c'est d'attirer les gens sur un sujet qui n'est pas toujours très sexy, la donnée de vie privée ou la cybersécurité, et les attirer en fait en faisant justement l'atelier Capteur Sensor Community. Et au travers de l'atelier, en fait, on commence à échanger sur d'autres sujets, sur des données, sur les données personnelles, sur l'environnement aussi, sur plein de sujets, sur le numérique aussi, le code informatique, la maîtrise, etc. Et c'est justement la place d'Infab Lab, c'est un lieu de rencontre et de pédagogie justement sur ces sujets-là. Tu as mentionné un point pour moi qui me paraît très important, c'est le code. Parce que question 3. Ouais, la majorité de tout ça, c'est géré par du code, quelque part. On l'a vu au niveau de l'architecture, dans l'objet, dans l'edge, dans le cloud et dans le téléphone. Donc, il y en a 4. Il y en a 4 points où on écrit du code. Et comment on fait pour intégrer ces notions dans le code que l'on écrit, c'est pas évident. Qu'est-ce qui serait intéressant de savoir aussi, c'est, mettons, dans ces 4 catégories-là, là, tu disais, mettons qu'on commence par l'objet, c'est quoi les informations sensibles qui pourraient se retrouver là? C'est quoi qu'il faut faire attention sur le code dans l'objet? Fait qu'on pourrait marquer les 4 catégories que tu viens de dire, puis cibler là-dedans, c'est quoi les points clés? Ouais. Il y a des choses un peu natives, simplement l'adresse IP que tu envoies, si jamais tu l'envoies ou qu'on arrive à collecter de l'autre côté, ben, ça donne de l'info. Est-ce qu'elle doit être anonymisée à quel endroit? Dans le edge, pas dans le edge? Il faut y penser by design dans son entièreté. C'est-à-dire que les 4 blocs, pour moi, doivent être pensés en même temps. On ne peut pas le faire individuellement, de dire, moi, je fais juste le développement de l'objet, le reste, je m'en fous. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des normes, des standards. Et ça, je trouve que c'est pas. Aujourd'hui, je ne trouve aucun guide vraiment de développement éthique by design ou pour l'IoT. Tu vas en trouver pour les 4 blocs, mais aucun qui fait
le A à Z. Là. C'est qui le quatrième? J'ai oublié. L'objet, l'application, de l'application mobile. Est-ce que tu as dans ton téléphone? Donc, non, l'objet, le Edge, le cloud. Le cloud. Donc là, quand tu mets l'application, le troisième, là, c'est l'application cloud. C'est ce que tu mets dans... Et le... Ouais, OK. Dans ce cas, le troisième, c'est l'application mobile. C'est ça, qui vient après le cloud. Là, mais c'est pas grave. Donc, il est après le cloud? D'accord. Ouais. Ça a plus logique que ce soit après le cloud. Puis, il y a du code dans... Mettons qu'on est dans un Fab Lab et qu'on crée un système. Là, on va commencer, mettons, par l'objet. Quelles informations qui est plus sensible, qui va se retrouver dans l'objet, qu'il faut faire attention? Ouais. Si je prends un GPS que je mets à mon objet, c'est une information sensible. OK, fait que tu as la data qui va se retrouver là. Fait que finalement, il faut que tu fasses attention à comment tu communiques la data. Mm-hmm. OK. Puis souvent, le Edge fait partie de ton réseau. Tu as le contrôle sur le Edge, comme tu as le contrôle sur l'objet. Donc, c'est à toi de décider, est-ce que tu anonymises au niveau de l'objet, au niveau du Edge. Souvent, sur l'objet, tu n'as pas beaucoup de possibilités. Tu as juste poussé l'info, là, puis le Edge va te servir à anonymiser ou à transformer ta donnée. Romain, tu parlais aussi à un moment donné qu'il y avait des ID, SSH. Attends, alors Donc, sur l'objet, c'est surtout en fait le. Ouais, c'est bon. Je pensais être en mute, pardon. Sur l'objet, c'est surtout les données en clair en fait qu'on peut retrouver. On a tendance à faire dans les Fab Labs des objets connectés à partir d'Arduino ou du moins développer des objets connectés avec du langage C et mettre directement en fait le SSID mot de passe en clair dans le code. Et ça en fait c'est une mine pour les hackers entre guillemets ou pour les pirates. C'est d'aller récupérer en fait l'objet connecté qui a été installé pendant quelques mois, quelques années. Généralement, en fait, quand on le jette mal, on le jette en bas de chez soi dans sa poubelle. Il suffit de regarder en fait dans la poubelle, de retrouver l'objet et juste en allant naviguer dessus, on retrouve l'ID et le SSID et le mot de passe du réseau Wi-Fi. Et ça arrive. Et ça arrive aussi sur des objets, alors là pour le coup des objets manufacturés qu'on achète dans le commerce qui sont mal sécurisés. Il y avait le cas d'ampoules chinoises, d'ampoules connectées en Wi-Fi où il n'y avait aucun cryptage, aucune sécurisation en fait sur les données qui étaient stockées à l'intérieur. Là on tombe dans la problématique de qualification du niveau de sécurité d'un objet qu'on achète. Parce qu'encore, quand on est maker, quand on développe nous-mêmes, fine, il y a des choses à faire. Ouais. Quand on achète un objet, je sais moi, si ça a été encrypté ou pas. Mais justement, c'est pas une bonne pratique. Basé là-dessus, sur la question 1, vu que la question 1, on vient d'établir si c'était vraiment sensible ou moins sensible, par rapport à ça, on est capable de trouver des meilleures stratégies, mettons, pour encrypter les informations ou choisir le niveau de sécurité peut-être des codes ou du slage ou peu importe. Mais d'où l'intérêt pour moi, quand j'ai mis une case comme ça dans la partie accès public, etc., d'avoir une infrastructure où on peut toucher à ça, on peut jouer avec ça. Parce qu'aujourd'hui, à part Microsoft ou les grosses plateformes là, on peut aller sur des plateformes publiques, il y a toujours un morceau de l'équation sur lequel on n'a pas de contrôle. Pourrait-on avoir un laboratoire quelque part sur lequel on a le contrôle de A à Z? C'est-à-dire que tous ces éléments d'objets, de Edge, de cloud et d'application mobile, ce soit dans la même pièce, puis qu'on soit capable de voir les impacts, les inférences, etc., puis de développer là-dessus, d'apprendre, puis d'évoluer. Même si c'est des fonctions simples, même, on n'a pas besoin d'avoir un Microsoft Azure IoT. Là, okay? On peut avoir des solutions relativement simples qui ne coûtent pas cher, qui sont open source, qui nous permettent de monter tous ces blocs-là. Mais aujourd'hui, ils sont disponibles nulle part, que ce soit commercial ou personnel. Hein. Donc, c'est un peu un challenge que j'amène là-dessus, de dire est-ce qu'un community pourrait avoir ça disponible et puis commencer à dire au niveau grand public, au moins au niveau maker, voici les composants. C'est drôle que tu dises communauté, parce que c'est pas communauté ici, c'est les Fab Labs en entier, c'est toute la communauté. Oui, absolument. qu'on peut construire. Absolument. Fait que je vais le marquer dans participation citoyenne, là, où il y a une espèce de
en fait, c'est un souhait de construire des blocs qui nous permettraient de montrer ça plus facilement. De montrer comment on peut développer les bonnes pratiques, puis d'avoir du code là-dessus, puis de monter une solution complète avec des partenaires qui supportent ça. C'est sûr que pour être... c'est pas simple et c'est pas donné. Donc là, on rentrerait aussi dans la transparence. Alors, c'est quoi les informations plus sensibles qu'on peut retrouver dans le code au niveau du cloud et de l'application mobile? On n'a pas comment ils stockent ça? Qui a accès à ça? Là, c'est plus de la transparence là, pour moi au niveau du cloud. De comprendre. Ça se retrouve quand même dans le code, par contre. S'il y a une application qui est développée, s'il y a une application développée dans le cloud, par exemple l'application qui génère ton dashboard, comment elle traite les données, comment elle les publie, est-ce qu'elle les encrypte ou pas, à qui il y a accès, etc. C'est la fonctionnalité qu'on va chercher dans le cloud. On a l'impression aujourd'hui, OK, on a une application, c'est bien, ça marche tout seul. Derrière, il y a du code. C'est quel code? Alors souvent, c'est du code open source, donc ça c'est bien parce qu'il y a une communauté qui gère ce code-là. Mais encore faut-il qu'il ait été analysé puis qu'on ait une bonne idée de son degré de fiabilité et de sécurité. Mais pour moi, à ce niveau-là, savoir que mon fournisseur cloud est GDPR, OK, je ne vais pas m'occuper du reste. Je ne veux pas les challenger, faire un audit de sécurité de mes fournisseurs cloud. Là. Mais j'aimerais avoir des objets. Quelles questions il faut que je pose? Dans l'entente de service, là, de 12 pages, petit texte écrit quelque part, c'est quoi les sections qui sont importantes pour moi, auxquelles je dois faire attention quand je sélectionne ma plateforme IoT? Une idée. Puis je ne sais pas s'il y a des références là-dessus, il doit y en avoir, mais je sais pas. Ouais. C'est l'application mobile. L'application mobile qu'on peut créer ou qu'on peut faire affaire avec un. C'est ça. C'est ça. C'est prioritaire, propriétaire. Si c'est fait en Fab Lab, qu'est-ce qu'il faut vérifier dans l'application pour que ce soit le plus. Mais je dirais, si c'est toi qui le développes, tu as le contrôle. Donc, tu peux faire attention aux différents modules. Alors, on en parlait la dernière fois, que ce soit au niveau de l'objet ou au niveau du code, les librairies que tu utilises, tu les contrôles. Il faut que tu contrôles ton code, mais là, on rentre dans des niveaux de détail peut-être un peu trop poussés. C'est ça. Si oui, on peut l'écrire, mais mettons, on peut contrôler notre code, mais on peut mettre aussi n'importe quoi. Oui, mais aujourd'hui. C'est quoi les points clés vraiment qu'on veut protéger? Plus personne n'écrit 100% du code. C'est de l'assemblage de code existant, ou des librairies, ou des morceaux qui existent, ou des modules, ou OK. Donc, que ce soit un site web, que ce soit une application mobile, que ce soit n'importe quoi. On ne fait pas du code unitaire, donc c'est de l'intégration, puis il faut aller chercher des morceaux de code qui sont trustable, hein, qui ont été... Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer aussi un petit peu comme ce que tu nous avais montré là, avec, voyons comment ça s'appelle, en tout cas, les gens qui font les espèces de pictos. Là, mais est-ce que ça pourrait être appliqué aussi une façon de voir, quand tu vas sur GitHub, que ce code-là répond à un certain standard? Tout à fait. Parce que c'est vrai que jamais je vais lire les librairies, là, ou presque. Là. J'utilise la librairie, puis je fais comme, il y a quelqu'un qui l'a écrit, ça veut dire que c'est correct. Mais tu ne sais pas si lui-même, il s'envoie la donnée de temps en temps. Là, jamais j'ai comme fait un audit sur le code, je pense, d'une librairie, à part si elle ne marchait pas, puis j'avais besoin comme de fixer quelque chose. Alors, il y a des entreprises qui font ça, qui valident les codes ou valident les codes de tes objets, puis qui auditent ces librairies-là régulièrement. Est-ce que c'est intégré dans le GitHub? Est-ce qu'on a une information là-dessus? Je ne sais pas, c'est une base de référence de safety level des codes. Je comprends que c'est un job de moine, là. C'est quelque chose comme Creative Commons, mettons, ça a exactement. Tout à fait. De logo qui suit. Ouais. Puis pour moi, c'est la beauté d'aller dans l'open source. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le faire, qui va le dire, qui va lever le flag, qui va dire « Wow, les gars, ça c'est pas correct, là. » Puis ils vont le changer. C'est la communauté, c'est la force de la communauté. Personne ne peut battre ça, peut combattre ça. C'est extraordinaire. Donc, je préfère aller avec de l'open source. Ouais. Peut-être qu'il y a des lacs là-dedans, je suis bien d'accord, là, mais quelqu'un va les trouver à un moment donné parce que la communauté fait attention à ça. L'open source reste la meilleure.
Pour moi, au niveau trust, ouais. Si tu es prêt à mettre en open source ton code, bah, tu vas faire attention à ce que tu mets quand même, un minimum là. C'est parce que tu me dis à tout le monde, regardez-le là, c'est public, là. Je cache rien. Et gérer toutes les librairies qui sont utilisées par beaucoup de monde. Il y a moins de chances qu'il y ait un faute de sécurité à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça veut dire, mais moins de chances. Par rapport à essayer nous-mêmes d'essayer de les trouver, oublie ça. On ne va pas, comme tu dis, on peut regarder les librairies qu'on intègre, ça n'a pas de sens. Au niveau de... Ah oui, vas-y. Excuse-moi, il n'y a pas un concept aussi de non-linéarité de la donnée qui est produite par l'objet, justement en reprenant les 4 blocs, l'objet, Edge, Cloud, l'application mobile. En gros, avoir une réflexion un peu en entonnoir où dans l'application mobile en bout de chaîne, qui est plus pour visualiser ou qui peut être un interrupteur pour des services derrière, mais qu'on ne retrouve pas l'ensemble de la donnée qui est sur, ou la donnée n'est pas entièrement accessible, la donnée qui est hébergée dans le cloud. Et la donnée qui est hébergée dans le cloud n'est elle-même pas la totalité de la donnée qui est retranscrite par le edge ou par l'objet. Avoir un peu une réflexion en entonnoir où, en bout de chaîne, tu n'as pas accès à l'entièreté de la donnée. Ouais, juste à ce que tu as besoin. Ouais. Voilà, exactement. Parce que par simplicité, on pourrait imaginer, bam, la linéarité en termes de données, la donnée qui est générée en entrée sur l'objet, on la ressort en totalité sur l'application et en fait, elle fait le cheminement par l'Edge, le serveur, Oui. etc. Bah, L'Edge sert à ça aussi, mais dans le design même du projet, intégrer ça, quoi. Donc, de considérer l'essence même de l'usage de la donnée et pas tout son contexte charrié d'un bout à l'autre. C'est ça. Après, tu as aussi aujourd'hui, maintenant, vraiment des manufacturiers qui fournissent des chips d'encryption à mettre dans les objets. Ça coûte très peu cher. On met ça sur le microcontrôleur, on encrypte à ce niveau-là et on décrypte dans l'application tout au bout. Tout ce qui se passe au milieu, là, on s'en fout. Là. Ça peut être open. Si quelqu'un le trouve, on ne pourra rien faire avec anyway. Okay, donc, on encrypte tout au début, puis on décrypte tout à la fin. C'est comme un VPN, si on veut, jusqu'à l'application. Puis ça, c'est un module physique, un module hardware qu'on rajoute. C'est une puce. Microsoft quasiment l'impose pour tous les développements commerciaux aujourd'hui. Donc, eux-mêmes ont des cryptes d'encryption, mettent ça sur les puces, sur leur board, etc. Donc, dans Azure, si tu veux faire au niveau commercial, tu n'as pas le choix. Il faut que tu encryptes physiquement quasiment. Et eux décryptent au niveau du cloud. Mais ils s'arrêtent au niveau du cloud. Il reste que l'application mobile, c'est quand même toi qui la développe. Donc, il y a encore une passe derrière. Il faudrait qu'on puisse décrypter dans l'application finale sur l'objet, le téléphone. C'est quoi la différence entre une puce d'encryption puis le salage d'informations par code? Ben, la chip, tu ne sais pas comment elle fonctionne. Elle est blindée, là, personne n'a accès à ça. C'est ce qui sort de là, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Personne ne va pouvoir faire du reverse engineering sur une puce d'encryption sécurisée. C'est du chip, c'est un ASIC, c'est fait pour. Alors qu'après, du software, quel qu'il soit, ça reste du software. Fait que il reste juste le petit bout, par exemple, du cloud. La différence aussi, c'est que si tu as une puce d'encryption, tu ne peux absolument plus rien faire sur la donnée pendant tout le chemin de transport jusqu'à l'utilisation finale. Okay? Tu ne peux pas l'exploiter. Alors que des fois, ça peut être intéressant de récupérer certaines informations ou de les assembler. Donc, ce n'est pas la solution ultime non plus, là, mais c'en est une. Mais dans cette optique-là, est-ce que, mettons, sur ton Edge, tu pourrais faire certaines opérations parce que des gens encryptés, si c'est encrypté, non, tu n'as pas le choix. Tu fais juste passer la donnée. Là, le Edge quasiment ne sert à rien parce que tu ne peux pas le traiter. Mais alors, tu peux mettre ton encryption sur le Edge si c'est là que tu fais ton processing. Donc, tu peux décider à quel endroit. Mais ça te permet de faire quasiment un VPN sécurisé entre 2 points de ces 4 blocs. Là. OK. On a passé un petit peu sur la question 2. Avec qui je communique, là, on parle beaucoup de cloud puis de edge, fait qu'il me semble que c'est opportun de le traiter en ce moment. Mais finalement, le cloud, admettons qu'on est en Fab Lab et tout ça, ça serait quoi, selon vous, les meilleures directions à prendre
moi, j'avais marqué quelques choix. J'avoue que dépendamment de ce que tu veux faire, I guess que tu as différentes stratégies. Là, on a parlé de open source, mais un cloud open source, j'imagine que ça a aussi ses défauts. Est-ce qu'on a des points à rajouter là-dedans ou pensez peut-être que c'est pas utile vraiment de se poser la question à ce niveau-là? Moi, je pense qu'il faudrait montrer la différence entre ce que peut faire une entreprise ou un particulier chez lui, puis ça c'est tout à fait faisable. Il peut mettre tout le stack au complet, là, jusqu'à l'application mobile sur un Raspberry Pi, puis des objets, puis un téléphone. Ça se fait, il y a des packs qui existent là, pour avoir une solution complète d'IoT Cloud sur un Raspberry Pi. Pour montrer les modules, les applications, les dashboards et tout ça, ça se fait. Je pense que ça serait intéressant de le montrer, de monter une infrastructure de ce type-là, qui n'est pas, pour moi, opérationnelle, commerciale ou même sur le long terme. C'est un peu dangereux. Puis après, voir les partenaires avec lesquels tu pourrais travailler pour ou avoir une vraie plateforme IoT Cloud. Puis là, est-ce qu'on va aller avec un Microsoft, un Azure ou un Orange ou un OVH ou avoir un opérateur cloud, comme un OVH, qui n'a pas forcément un module IoT, puis de complémenter par des logiciels IoT que tu mets par-dessus. Mais ça va passer par des partenaires parce que les Fab Labs ne vont pas être des opérateurs de ces plateformes-là. Ce n'est pas possible. Et je dirais, après ça, même étendre éventuellement sur des partenaires, ces opérateurs IoT. Je dis, il y a 600 plateformes aujourd'hui qui existent. Là. Il y a plein de gens, des startups qui développent ces plateformes-là qui seraient intéressants, ou voire même des plateformes publiques qui existent pas chères. Se faire un panel de 3, 4 ou 5 options, puis les montrer aux gens, puis leur montrer la différence. Mm-hmm. Parce que on a monté le Canary sur différentes plateformes, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Lesquels, pourquoi, comment on choisit une plateforme IoT? Il y a une énorme incompréhension de ça. Il n'y a aucune référence vraiment, à part une firme à Boston là, qui se spécialise là-dedans dans l'évaluation des plateformes IoT. Parce que c'est complexe. Ça prend comment tu évalues Microsoft IoT Cloud, là, je veux dire, c'est pas évident. Puis ils ont toutes des avantages et des inconvénients. Donc là, si on parle à un public qui est maker, moi, je dis, allez pas forcément avec Microsoft, là, si vous n'êtes pas une entreprise, c'est trop complexe. Mais qu'est-ce qu'on prend dans ce cas-là? Donc, il y a plein de plateformes qui existent. Il faut en proposer quelques-unes. Encore là, c'est de l'information, de la compétence, puis en mettre une ou deux à disposition, puis montrer comment ça marche. Peut-être que là-dedans, par rapport à ça, peut-être c'est par rapport à ton niveau, peut-être que c'est une histoire de sobriété, de se poser la question, est-ce que je dois vraiment le storer à quelque part? Est-ce que je dois vraiment avoir à quel niveau de complexité que j'ai besoin? Puis après ça, de choisir la solution qui est peut-être le plus adaptée. Fait que se poser peut-être plus la question à savoir, il faut vraiment que je le connecte. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette ressource-là ou je peux finalement le rester. Puis je pense que des gens qui ont monté Sensor Community, ils se sont posés ces questions-là, c'est sûr. Hey, c'est quoi leur outcome là-dessus? Qu'est-ce qu'on devrait prendre comme plateforme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser puis montrer? Il y a une question, il faut comprendre. Puis je pense que la communauté a besoin de comprendre, de voir, de toucher du doigt, de jouer avec ça. Puis pas juste ce qu'on a au Québec, au Canada, mais internationalement, c'est ça l'intérêt, je trouve, de partager, puis de voir la réflexion que vous avez faite. Je reste là, en Europe, ils ont 3 ans d'avance, minimum, dans ces réflexions. Allons voir ce qu'ils ont fait. Puis la beauté du cloud, c'est que ça n'a plus de frontières. Je n'ai pas de problème à dire, OK, on prend un cloud qui est en Europe, là. Il y a une volonté de développer des infrastructures territoriales nationales en France au niveau du cloud, au niveau de l'IoT. Okay? Ils ont leurs serveurs, ils sont indépendants de Microsoft, ils sont indépendants d'Amazon, ils sont indépendants de tout ça. Ils ont leur plateforme. OK, c'est le gouvernement qui a mis ses culottes à un moment donné, qui a dit okay, on fait un appel d'offres et on a nos plateformes territoriales. On n'a pas ça au Canada, on n'a pas ça en Amérique du Nord. Mais il faut ouvrir la réflexion, il faut présenter les avantages et les inconvénients. Est-ce qu'il y a des genres de stacks que je peux mettre sur un hébergeur privé dans un VPS, puis juste moi avoir ma propre plateforme? Sur un Raspberry Pi, tu n'as même pas besoin d'un hébergeur. Ça roule sur un Raspberry Pi. En Docker, là, tu mets tout. Souvent, j'ai juste pas envie de gérer le Raspberry Pi parce que c'est mon adresse IP à la maison et tout ça. Mais, donc, si tu as des VPS quelque part disponibles, c'est la même approche. Monter Docker là-dedans, puis c'est la même structure, tout ça existe, c'est documenté, c'est open source. Sur Google, tout est là.
C'est pas simple, là, on s'entend. Non, mais ça me permet d'être indépendant Tout à fait. Et de Amazon, comprendre. Et de voir, là, qu'à un moment donné, wow, c'est un peu lourd à gérer. Là. OK. Ça devient intéressant de passer avec un hébergeur ou un opérateur pour telle ou telle raison. Mais il faut apprendre, puis le gérer, puis savoir ce qu'on demande. Ouais. Puis ça doit être pour ça que quand un projet devient mettons, de la start-up à l'entreprise, là, on passe à un niveau où c'est plus la start-up qui gère la donnée, puis c'est juste envoyé à l'externe. Oui. Okay. C'est intéressant parce qu'il y a un concept de transition puis d'évolution entrepreneuriale dans ça. Oui, le life cycle management, c'est quelque chose d'essentiel. Tout à l'heure, on parlait de mettre à la poubelle des objets. Bon, là, on est à la fin du cycle. Mm-hmm. De la start-up ou du maker à la solution éventuellement commerciale à un moment donné, jusqu'à l'opération commerciale ou privée, jusqu'à la mise au rebut, jusqu'à la réutilisation et le recyclage. Et on n'a aucun cadre de gouvernance là-dedans, aucun. Et c'est super important. Je veux dire, pour moi, la réutilisation des objets IoT, là, on est juste au début, ça comprend bien, mais quand on aura des millions et des milliards, on va en faire quoi? Là, on est en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire des disques durs dans les data centers. Ouais. C'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire de toute l'électronique qu'on met dans nos ampoules connectées? On met des ordinateurs partout. On peut parler peut-être de sobriété puis aller, parce qu'il va falloir avancer vite, sinon oui, c'est tout le temps passe. La question 1, est-ce que j'ai besoin de connecter aussi cet objet-là ou de… Oui. Oh, oui, ça c'est fondamental. Oui, exact. Ben, tu peux rajouter un petit post-it peut-être à côté. Ouais. Ouais. Puis là, tu parlais vraiment de l'électronique puis tout ça, puis tu as aussi toute cette question de sobriété-là. Je sais que Pierre-Jean nous avait mentionné aussi que au niveau de la communication, tu sais, là, on parlait peut-être un système LoRa commercial ou un LoRa open source qui est super intéressant. Pierre-Jean avait mentionné aussi que le Wi-Fi, en tant que sobriété, au lieu de rajouter un système, au lieu de rajouter quelque chose, bien, on utilise le système existant. Puis le Wi-Fi, c'est quand même quelque chose de très commun là, au niveau de tout le monde. Fait que, pour moi, entre le Wi-Fi et le LoRa, pour les makers à notre niveau, peut-être que c'est comme les deux principales peut-être solutions. Puis après ça, si on veut quelque chose de plus précis. Mais c'est ça. Mais il faut comprendre les contraintes liées, c'est tout. Si on a besoin de quelque chose qui communique à 1 kilomètre, bon, ce ne sera pas ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais le Wi-Fi, ça sort finalement du système. Ça ne va plus par le routeur. Non? Ben, ça va par le routeur, mais c'est un autre routeur qu'on… Dans tous les cas, il faudra, si on veut aller sur Internet, il faudra un routeur. Il faudra un opérateur Internet. Il faudra… À moins qu'on crée tout notre stack à l'interne, puis qu'on s'affranchisse du cloud, qu'on ait notre cloud, et qu'on ait OK, donc l'architecture reste la même, puis on maîtrise tout, puis on devient notre petit monde à nous, puis un cloud interne. Mais pour un maker ou un consumer traditionnel, pour que ce soit, si c'est de l'IoT, il va passer à travers Internet à un moment donné, donc il y aura un routeur. Sinon, puis c'est la question là, ai-je besoin de connecter l'objet? Il peut être intelligent pareil et se connecter directement à ton téléphone sans passer par le cloud. On n'a pas forcément besoin. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, rajouter dans le cloud. Si on ne veut pas faire des AI, si on ne veut pas faire d'analytics, si on ne veut pas faire tout ça, on n'a pas besoin. Et donc, absolument, c'est fondamental là, de se poser la question, est-ce qu'on veut que ce soit un objet IoT? Parce que des objets intelligents et connectés, on en a depuis 15 ans. J'aimais bien tantôt ce que tu parlais parce que tu disais, finalement, tu peux avoir une partie de tes données de IoT qui reste tout le temps à l'intérieur, puis finalement, les données que tu choisis d'être open source puis de publier, bien, finalement, là, c'est comme complètement un autre élément qui peut être poussé, je ne sais pas, en temps réel peut-être, ou aussi spontanément, mais ça te sépare vraiment comme tes systèmes. Peut-être que c'est… Mais tu sais, les solutions de domotique, puis j'avais fait, je ne sais plus quand c'était, les entretiens à Jacques Cartier il y a 2 ans, j'avais fait une présentation là-dessus sur les solutions Sonos. Quand tu changes ton volume à la maison avec ton application, n'importe laquelle pour la gestion du audio, là, puis tu baisses le volume. On représentait le chemin que faisait l'information jusqu'à ce que ton haut-parleur baisse de volume. Complètement débile. Okay? Parce que c'est une application autre qui communique dans le cloud, qui a un API qui va valider que tu as bien un compte, qui parle au cloud de Sonos, qui va interroger où tu es placé sur la planète, où est ton haut-parleur, qui lui envoie une requête ici au contrôleur Sonos dans ta maison, qui lui va discuter avec le haut-parleur et qui va finalement baisser le volume. Okay.
Il est à côté de toi. Tourne le bouton, là. By design, je pourrais avoir une communication Bluetooth entre mon téléphone et mon haut-parleur, puis changer le truc tout de suite. Mais Tu sais, Sonos, c'est terrible. mais ça marche très bien. Oui, mais c'est quand même terrible. Ouais, Ça marche très bien, mais aussitôt que ton Internet commence à avoir des petites difficultés ou que tu es en. Tu sais, si tu vas dans ton chalet ouais, et non, que ton lien est instable, ouais. baisser le volume devient un challenge. Changer Absolument. ta toune devient un Oui, mais c'est challenge. parce que by design, moi, je trouve que c'est aberrant. Localement, quand le téléphone est à proximité de Ouais. l'équipement, devrait se synchroniser, puis c'est tout. Je veux dire, pourquoi ils ne le font pas? By design. Tu sais, donc, Fait que je pense que tu peux conclure là-dessus, puis après ça, on va switcher à la dernière partie. Ouais, Puis il nous ouais. reste juste Moi, je me rends compte que je dois modérer dans quelques minutes un autre panel. Je vais devoir vous quitter à écart parce qu'il faut que j'aille ouvrir leur salle Zoom. Ça a été comme un peu. OK. On a une petite problématique. C'est plus toi qui étais au courant. Oui, c'est ça, c'est moi qui est supposé de faire la fin. Est-ce que tu veux juste nous expliquer un peu, grosso modo, puis ben non, c'est dans 1 minute ton truc. Oui, mais dans le fond, on peut. En dessous, j'ai laissé les cases libres pour pouvoir faire une étude de cas sur si on prend le Canary puis on le connecte avec un ESP8266, comment est-ce qu'on gère justement exactement le même tableau qu'on a fait en haut? Comment on fait les choix? Puis aussi déterminer évidemment le niveau de risque par rapport à ça. Okay. Et puis, je ne pense pas qu'on aurait eu le temps de jouer avec la section du bas, mais la section faire des choix, c'était justement de pouvoir faire un mix and match de technologies, de protocoles, des firmware. Et puis, aussi, j'avais rajouté dans ce merveilleux jeu de cartes, je ne sais pas qui l'a fait, mais c'est vraiment bien fait là, quand même. J'avais rajouté la section alimentation électrique parce que je trouvais ça intéressant. Il y a des choix qui sont déterminés par la consommation électrique et la possibilité d'avoir du courant à proximité ou pas dans certains objets connectés, surtout ceux qu'on installe dans les villes. Donc, c'est ça, c'est un petit jeu. Là. On peut copier, coller les cartes puis aller les placer dans les différentes cases vertes. OK. Je Super. suis. OK, bon, mais je me sauve. Merci, à bientôt. Ciao. OK, bye bye. Je suis vraiment désolé. Non, c'est bon. Fait que pour peut-être conclure, non, bye, mercredi. C'est ça, pour peut-être conclure notre partie, on continue la conversation, mais ce que je retiens vraiment beaucoup, c'est que finalement, le meilleur stratège à prendre pour faire du IoT encablable, c'est vraiment de penser avant le solution by design, fait que de penser avant à l'espèce d'architecture, c'est de trouver une stratégie qui a du sens, puis après ça, de venir concevoir plus que de faire un peu comme d'habitude, puis d'y aller au plus vite, puis au plus simple, si on veut. Puis il y a peut-être comme un chemin de base qu'on peut plus. Mais c'est ça, je pense que. Puis on s'est heurté à ça dans tous les projets de déploiement, de solutions, etc. C'est que ce n'est pas de l'agile, ce n'est pas le waterfall, ce n'est pas la réflexion traditionnelle de développement de projet. On ne peut pas dire que c'est une étape après l'autre, ce n'est pas vrai. Parce qu'à la troisième étape, peut-être il faut que tu reviennes à la première. Et c'est itératif tout le temps. Il y a vraiment un processus de travail et sur lequel il faut intégrer beaucoup de personnes différentes parce que sinon, tu vas arriver à la fin, là, la personne X va te dire non, ça ne marche pas, il faut que tu reviennes tout au début. Et puis c'est là que ça devient un peu complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Donc, par défaut, dès le départ, il faut essayer de positionner la problématique et de créer ce processus d'évolution de la solution et de validation avec les différents acteurs tout le temps, régulièrement. Donc, d'être très, très communicant, très, très transparent et d'avancer par itération progressive. Même quand on parle de POC, plus ou moins chaud à l'idée. Ce n'est pas le POC qui va. C'est juste une preuve de concept qu'on arrive à avoir une idée et que ça peut marcher. Là. Mais le processus de développement, avant d'avoir un produit, une solution qui soit viable, qui respecte ces 4 normes qu'on a dit là, c'est. Puis je ne sais pas, même chose, Romain, vous avez des cadres vraiment opérationnels de développement qui sont déjà disponibles aujourd'hui? J'assume que oui. Là, mais... En partie, mais en fait, c'est des briques à chaque fois qu'on vient. J'avais essayé justement de faire l'exercice avant l'atelier, de faire un canary connecté comme
comme vous aviez fait en fait. Et on a des briques qu'on vient solliciter, mais au final, c'est des briques qu'on utilise au gré des projets, au fur et à mesure. Des banques, des bibliothèques Arduino qu'on vient utiliser au fur et à mesure. Et se pose toujours la question de comment est-ce que… En fait, moi, je ne suis pas du tout un développeur, donc il y a une non-maîtrise aussi. On parlait de confiance tout à l'heure dans les bibliothèques, et là, pour le coup, elle est essentielle. Est-ce que ça passe par une normalisation? Est-ce que ça passe par des logos ou des certifications de bibliothèques? Mais ce serait vraiment génial, ça, pour le coup, parce qu'en réutilisant les briques à chaque fois, je pense que là, ça ne marchait pas, mon Canary connecté. Alors, je ne sais pas si c'était une erreur dans le code ou ce qui se passait, mais on, on a ça. Il manque une partie finalement. Il manque l'espèce de maîtrise de connaissances pour assurer finalement que le chemin complet est correct. Ou de ressources à mobiliser. Tout à l'heure, on parlait de ressources un peu plus. René t'en parlait, des ressources qui pouvaient être mises en place par la ville de Montréal, par exemple, sur des études, des choses comme ça. Là, ça serait plus des ressources type technique. En gros, il y a un Fab Lab qui souhaite relire, qui utilise régulièrement la bibliothèque. Alors, moi, j'avais utilisé Wi-Fi Manager. Ils l'utilisent régulièrement. À ce moment-là, ils sont en mesure de certifier au travers de guidelines, de procédés, en gros, en disant ça respecte l'éthique, ça respecte ci, ça respecte ça. On est en mesure de la certifier sur tel niveau. Un peu comme on le fait sur le numérique responsable aujourd'hui. Sur le numérique responsable, il n'y a pas de sachant, il n'y a pas d'apprenant. Tout le monde est un peu dans le même bateau. On fait ensemble. Mais malgré tout, il y a quand même un institut. En France, il y a l'Institut numérique responsable qui pose ou qui propose de mettre en commun des formes de charte. Et après, c'est aux acteurs de la reprendre, de l'améliorer, de la réessaimer, de la reproposer un peu. Et là, on est vraiment dans la logique Fab City. Ouais. Où chacun vient… Oui, l'IoT responsable, je pense qu'on est là. On va y venir de toute manière. Ouais. Nous, on y est confrontés déjà parce que c'est un choix aussi du territoire d'aller sur le numérique responsable. Et comme il y a une grosse proximité entre le Fab Lab et le territoire, on est déjà confronté à ça, de ne pas trop créer de déchets et d'essayer de surcycler au maximum les… Thomas, tu lèves la main? Oui, je vais essayer. Ça se peut que mon son soit absolument terrible, vous me le direz. En fait, c'est juste pour faire le pont par rapport à ça, parce que je viens justement finir de travailler à la bibliothèque sur un projet de prendre en charge mieux notre réseau pour pouvoir intégrer des capacités de IoT, comme intégrer toutes nos machines qui peuvent se connecter, nos projecteurs, nos télévisions intelligentes, mais aussi éventuellement pour développer des nouveaux services comme des centres d'écoute sans fil ou des choses comme ça. Donc, mais il y a vraiment ce problème d'expertise-là. J'ai suffisamment d'expertise pour savoir ce qu'il y aurait à faire et pourquoi c'est problématique les manques actuellement, mais je manque l'expertise technique pour le faire. Et puis, comme ça revient souvent, c'est vraiment les questions de ressources humaines qui sont extrêmement problématiques. De justifier d'avoir un administrateur réseau ou quelque chose comme ça pour 2 semaines, même si c'est super nécessaire pour la bibliothèque, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Mais je pense que si on est capable d'avoir cette conscience-là qu'on ne peut pas le faire n'importe comment, ça peut être un outil là, pour mettre la pression, pour avoir les ressources nécessaires pour le faire comme il faut. Annie, tu es en mute. Oui, effectivement. Puis, ben, ça serait quelque chose peut-être qu'on peut lancer par la suite, essayer de mettre un peu plus de temps là-dessus ou d'essayer de créer peut-être des styles de hackathon ou des gatherings pour faire quelque chose de physique avec des nouvelles ressources. Là, je pensais à ça, puis tu sais, il faut quand même évaluer aussi à la fin si l'objet finalement qu'on a fait est le plus respectueux possible, peut-être basé sur les 4 catégories qu'on a faites. On peut faire une série de questions, puis à savoir, ben OK, est-ce que finalement mon objet, finalement, est-ce qu'il est transparent? Finalement, est-ce qu'il est éthique? Puis peut-être qu'avec une série de penses-bêtes, si on veut, qu'on peut renchérir peut-être sur des wikis ou quelque chose comme ça, peut-être on peut finir par évaluer le niveau de responsable, une espèce de gauge de… Moi, j'aimerais beaucoup ça, qu'on soit capable, suite à l'événement, le travail qu'on fait aujourd'hui, de générer, c'est ça, au moins un one-pager, two-pager, un guide
qui retrace un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui pour les gens, qui puissent les aider à réfléchir. Ce n'est pas forcément des solutions qu'on aura là, ou pas tout de suite, mais au moins donner des pistes et dire attention, il faut faire attention à ça. Voici les démarches, voici où vous pouvez trouver de l'aide, voici les solutions qui existent éventuellement. Voici où on n'a pas de solution. Puis il faut y réfléchir ensemble. Puis c'est ça l'aspect citoyen aussi. Pour moi, c'est d'ouvrir les portes à des gens qui seraient là. Dans les Fab Labs, il y a tellement de gens brillants connectés là, que je dirais, forcément, on va trouver des réponses au fur et à mesure et de co-construire un référentiel là-dessus. Donc, au début, on pense à notre stratégie, Solution by Design. On essaie de faire la meilleure affaire et à la fin, on essaie d'évaluer si c'est plus ou moins responsable. Puis après ça, en réalité, ça fait une boucle. On peut tout le temps revenir sur certaines sections. Ouais. Je trouve dommage qu'on n'ait pas le temps de jouer avec les cartes. Ça aurait été le fun. On peut prendre un 2 minutes. Ouais. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant du projet Canary ou Annie, est-ce que tu veux refaire un... Exactement. On s'intéressait beaucoup à la qualité d'air. Donc, le projet Canary que Romain tient en ce moment dans ses mains est un capteur de particules citoyen qui n'est pas connecté. Donc, c'est une des cas qu'on pourrait prendre pour essayer de le connecter. Romain nous montre en ce moment le circuit. Puis on peut essayer de jouer à OK, on pourrait le prendre comme exemple, puis on essaie de le connecter d'une manière le plus transparent, le plus éthique, le plus responsable finalement. Fait que si vous voulez vous jouer au jeu puis créer une stratégie de connexion, allez-y. Donc, on a très peu de temps là-dessus. Moi, je l'ai connecté, effectivement, ça fonctionne. Je peux vous montrer simplement le résultat éventuellement rapidement sur une plateforme qui a été choisie. Là, puis on ne va pas discuter forcément de la plateforme, mais qui nous permet finalement, avec un petit ESP 8266, d'aller pousser les données en temps réel, d'avoir les graphes à l'heure, de voir les niveaux de changement de qualité de l'air, vraiment le minimum là-dessus pour prendre des décisions, puis de voir les changements, puis de voir si ça a du sens. Éventuellement, d'aller directement avec des plateformes comme Breezometer, de voir la qualité de l'air à l'endroit où on est, puis de voir si ça fit, et si les résultats sont cohérents avec ce qui se passe, etc. Mais c'est juste pour dire, ça peut se connecter, puis basé sur ce qui a été fait là-dessus. Moi, j'ai simplement des points par rapport à ces premiers choix, ce qui a été mis par exemple ici dans le choix du microcontrôleur, où effectivement, là, je l'ai mis avec un ESP 8266. Puis sans rentrer dans le détail technique de ce que fait cette composante-là, une connexion Wi-Fi, ça coûte quelques dollars, c'est le fun. Hein. Mais aujourd'hui, si je voulais être cohérent avec ce qu'on a discuté, j'aurais dû prendre un ESP32 qui est son grand frère. Pourquoi? Parce que dans les librairies qui existent pour aller sur Adafruit, donc la plateforme que je vous ai montrée là, en ESP 8266, c'est non crypté. Okay? J'arrive sur une plateforme, hormis le choix de la plateforme et puis sa cohérence, avec le SP32, il existe deux librairies, une encryptée, une non encryptée. Donc, avec un ESP32 qui est juste le même type de puce, c'est le même code à peu près, mais la librairie est différente. Elle est disponible, open source. J'aurais pu l'utiliser puis encrypter mon signal depuis mon Canary jusqu'à ma plateforme. Alors, aujourd'hui, est-ce que je considère que ces données-là sont des données personnelles? Pas forcément, mais d'un autre côté, quelqu'un qui arrive sur ce dashboard-là, il sait qui c'est, il peut retrouver mon nom, il peut savoir quand est-ce que le Canary émet, etc. Donc, simple point que je voulais mentionner là, oui, ça reste du Wi-Fi, oui, ça reste, mais on dit ESP8266, c'est le choix que j'ai fait parce que c'était le plus simple. Est-ce que c'est le bon? Aujourd'hui, je ne pense pas. Okay? J'aurais dit prendre un ESP32 et encrypter le signal. Et le pousser peut-être à minimiser l'information que je mets là-dedans, etc., etc. Quand tu dis que ça l'encrypte le signal, est-ce que tu parles c'est une puce d'encryptage ou c'est Non, plus c'est du HTTPS un simplement au niveau du code, avec une clé et puis des choses comme ça. Tout comme j'aurais dû prendre une solution d'affectation de l'adresse IP dynamique que je puisse changer, alors que là, c'est hard-codé dans le code. Donc, je ne peux même pas vous partager mon code sans devoir caviarder le SSID et le mot de passe, comme ça a été mentionné tantôt. Donc, simplement parce que j'ai voulu aller vite, connecter le Canary, c'est facile de connecter les choses. Okay? Il y a des technologies, ça nous donne des résultats, c'est le fun. On a un dashboard, il va rester là. Et je m'étais dit, là, il va falloir que je le fasse évoluer. Puis, j'ai jamais eu le temps de le faire évoluer. Puis, il va rester comme ça pendant un certain temps. Best practice? No.
Donc, dans les cartes, là, j'aurais dû en prendre d'autres. Mais il faut l'essayer. Donc, c'est juste un cas concret. Puis, est-ce que tu es allé, tu n'as pas pensé à si c'était solaire ou batterie? J'ai essayé ou batterie, branchement? ça c'est la même chose. Ouais. C'est qu'il y a des puces aujourd'hui, le SP32, qui intègre un petit chargeur de batterie. Le problème auquel je me suis heurté, c'est que le capteur est un capteur 5 volts. La batterie, c'est du 3.2, donc il fallait que je monte le signal, que je fasse un diviseur de tension, ça complexifie le processus. C'est faisable, mais par simplicité, je suis allé, je me dis, oh non, je le garde connecté tout simplement, juste pour moi avoir cet élément en place. Mais ça aurait été le fun, puis je pense que ça serait logique de le mettre sur batterie rechargeable pour pouvoir déplacer mon canari à différents endroits, le mettre dehors, le mettre dedans, puis mesurer effectivement la qualité de l'air. Je trouve que ce qui manque beaucoup par rapport à un projet de ce type-là, c'est de pouvoir rentrer à un moment donné l'information qui se passe. Est-ce que j'ai ouvert la fenêtre? Est-ce que j'ai allumé les climatiseurs? Est-ce que j'ai qu'est-ce qui se passe pour que je comprenne les variations de l'historique de ma qualité d'air? Parce que juste les graphes eux-mêmes, je ne peux pas en déduire grand-chose. Mais là, on tombe dans du design et puis de l'extrapolation des données de qualité de l'air. C'est un autre sujet, je pense. Et là, pour le coup, René, je suis désolé, je dois vous laisser. Ouais. C'est tout ce qu'on va expliquer là dans 2 minutes, dans 1 minute maintenant, sur l'atelier autour de l'atelier capteur citoyen. Oui. Qu'on vous propose si vous voulez venir. Fait. Je suis désolé, je dois vous laisser, je dois filer dans le studio du coup avec mon collègue Norbert. On se retrouve là-bas. Mais pour moi, là, c'est un lancement de quelque chose et on continuera derrière les échanges. Merci à tout le monde. Ouais, et puis à tout de suite pour ceux qui seront sur l'atelier capteur. On te retrouve là-bas. Merci Romain. Terminé d'ailleurs pour tout le monde. Donc, salut. Passez une bonne journée et à très bientôt. Bonne journée tout le monde. Donc voilà. Alors, on va switcher sur l'autre.